Émission 848. Cette semaine, Planet of the Apes, Green Lantern. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée aux BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui, toutes, même les gros singes puis les Green Lantern. Ben, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe qui font des singeries. J'avais pas le choix de la faire. Je suis désolé, elle est facile. Yannick me juge en ce moment. Eh oui, le premier avec lui, There's No Monkey Business. Yannick Belzile est avec nous. Salut Yannick. Ouk, hack. Et est-ce que tu me juges pour mes jokes de singe en début d'émission? Non, absolument pas. Je vais pas lancer la première pierre du jeu de mots ou de l'aphorisme facile. Ayant moi-même pêché beaucoup là-dedans. Oui, je comprends. D'ailleurs, en parlant de pêcher là-dedans, plug donc ton podcast là, qui est reparti pour une nouvelle saison. Ben oui, regarde, on a les contenus distes, ma foi, que je fais avec Pierre-Luc Racine, avec mon ami Pierre-Luc Racine, notre podcast d'humour où on décortique et on critique et on parodie et on parle du contenu, cette chose, cette force nébuleuse qui est dans toutes nos vies maintenant. L'ensemble du contenu. C'est disponible chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast en audio et sur le profil de Pierre-Luc sur Minivids en vidéo. Yeah. On a bien du fun avec ça. On a une chouette sélection d'épisodes pour vous en ce moment même. Puis il y en a un nouveau à chaque mercredi. Génial. C'est-tu cette saison-ci ou c'est l'autre saison que vous aviez interviewé Preach? C'est cette saison-ci, mais on a pris une petite pause la semaine passée. On n'a pas mis un nouvel épisode, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, puis on va terminer justement la première saison bientôt. Ah, viens-tu faire un spoil? En tourner d'autres dans un avenir approché, on est très hâte. Ok, viens-tu spoiler ton invité ou il me semble que je l'ai vu passer sur les internets, là? L'épisode de cette semaine, c'est pas moi qui fais les... Regarde, moi, je me suis lavé les mains de l'édition et du montage et de la mise en ligne. À quelqu'un d'autre, ouais, c'est ça. Alors, je sais pas c'est lequel qui sort cette semaine, mais ça devrait être bon. La semaine passée, c'était Ariane Brewer et Fred Saint-Gelais qui étaient avec nous. Et c'est ça, on a plein de bons épisodes qui s'en viennent aussi. Génial. Hey, je l'ai plugué juste avant dans le pré-show, mais pas ce week-end, mais le week-end prochain, puis j'en reparle la semaine prochaine, c'est le Festival BD Montréal, les 24, 25 et 26 sur Saint-Denis. Donc, c'est ouvert à tous, pour toute la famille, pour tout le monde. Festival de BD qui, ma foi, depuis plus de 10 ans maintenant, ça fait plusieurs années, a grossi, ne cesse de grossir, de croître. Et c'est vraiment un bel événement. Je sais qu'il y a des amis qui gravitent autour du show qui vont être présents durant le week-end. Moi, je vais aller faire mon tour samedi. Je vais essayer de faire un petit get-together avec des auditeurs, auditrices des Mystérieux Étonnants qui seraient intéressés, probablement durant la journée de samedi. Je sais que le soir, il y a des activités organisées officiellement par le festival, donc ça ne me tente pas de leur enlever du monde ou de séparer les groupes plutôt. Donc, je vais faire ça probablement dans la journée du samedi. Gardez un œil sur le Discord des Mystérieux Étonnants pour ceux qui sont abonnés et sur nos plateformes. On va faire un petit shout-out. Ça serait bien cool de vous voir. On va aller prendre une bière bien tranquille. Pas de show cette année. On va peut-être revenir l'année prochaine. Quoique, je suis en train de penser à faire un prochain live devant public d'ici la fin de l'été. Ça serait bien le fun. Donc, on va être rejoint par notre ami Laurent Boutin, qui termine son corps de travail dans une librairie ici à Montréal. Puis en attendant, on a Yannick Belzile. Puis Yannick, tu vas m'aider parce qu'on va commencer cette semaine avec des messages vocaux laissés par nos auditeurs. Donc, il y a des gens qui ont des questions pour nous autres. Fait que toi, en tant que créateur de contenu et écrivain, tu vas pouvoir aider à y répondre. On commence avec un message vocal d'un auditeur dont on a déjà entendu parler. Son nom, c'est Carl. Allô, c'est Carl. Ma question, je pense qu'elle va être plus pour Ben. J'ai envie de lire du Ghostbusters. T'en as parlé il y a une couple de shows, là, je me souviens pas exactement, mais ça fait pas longtemps. Là, ça me tente pas d'aller refouiller là-dedans pour écouter. Fait que je te pose la question. Dis-moi donc un trade que je devrais me pogner de Ghostbusters, ou quelle série, ou par quoi commencer. J'ai lu beaucoup de comics, mais là, ça fait longtemps, puis comme toi, Ghostbusters, c'est ma franchise préférée. J'aime beaucoup l'animation j'aimais beaucoup l'animation de Real Ghostbusters. J'ai même acheté le coffret. Fait que peut-être quelque chose de Real Ghostbusters, justement. Fait que reviens-moi avec ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. T'es chanceux, Carl, parce que contrairement à bien des franchises qui ont été exploitées en comic book, il y en a eu du Ghostbusters en comics, mais il n'y a pas eu 10 000 maisons d'édition qui l'ont traité. C'est sûr que si tu vas dans les années 80, dans 90, tu vas trouver du Real Ghostbusters en comic book, mais c'est le genre d'affaires que tu vas plus dénicher dans des brocantes ou dans des vieux comic book shops. Puis la qualité est un petit peu, est un peu chambranlante.
Regarde, j'en ai déjà parlé à l'émission, la série du Ghostbusters que moi j'ai lu il y a quelques années, qui est maintenant terminée, elle était chez IDW Publishing, ça s'appelait tout simplement Ghostbusters, et c'était, ma foi, excellent. Une véritable lettre d'amour pour la franchise des Ghostbusters qui englobait à la fois les films, The Real Ghostbusters, les jeux vidéo, il y avait des caméos, des clins d'œil à toutes ces franchises-là. Par exemple, vous pouviez lire des panneaux puis reconnaître dans le background, dans l'arrière-plan, un jouet qui existait de la ligne de jouets des années 80. Il y avait plein de clins d'œil par rapport à l'ensemble de la franchise. Et ils ont eu leur propre crossover avec The Real Ghostbusters parce que oui, messieurs, dames, quand il y a des franchises qui deviennent vieilles, ben, il y a un multiverse pour expliquer les différentes directions qu'on a prises. On n'a plus le choix. Hein? Donc, je te dirais de commencer par là. Et je sais pas si elle est bonne, mais Dark Horse Comics a commencé à publier un comic book qui fait le pont entre Ghostbusters Afterlife et Ghostbusters Frozen Empire, qui est sorti il y a quelques temps au cinéma, qui est maintenant disponible en VOD. Donc, si la qualité elle est bonne, tu nous feras signe. Je suis curieux. Moi, j'ai envie de le lire. Je ne m'attends pas à grand-chose. En tout cas, au niveau de l'art, là, ça laisse un petit peu à désirer, mais ça se peut très bien que le scénario soit quand même assez intéressant. Donc, ouais, c'est ça. Est-ce que toi, Yannick, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, j'ai pas beaucoup lu ces comics-là. J'en ai lu une poignée que je trouvais qu'il y avait. J'ai lu comme un moment donné, il y avait comme une mini-série crossover que c'est avec toutes les autres propriétés de IDW. Fait qu'il y avait du X-Files, il y avait Transformers, puis en fait, c'est X-Files qui voyageait dans toutes les autres. Il y en a eu Puis il y plein. avait Ghostbusters. Exact. Puis il y avait Transformers, puis les Turtles. Puis j'avais trouvé ça sympathique, tu sais. Ouais. Je capotais pas, mais tu voyais que c'était fait avec soin. Tu sais, que c'est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de cynisme. Pas beaucoup de cynisme, beaucoup de cynisme. Fait que j'avais apprécié à ce niveau-là, mais sinon, je l'avais pas vu. J'ai pas vu le reste. Tu sais, j'ai vu un numéro où il y avait justement toutes les différentes propriétés, tous les différents Ghostbusters, comme ils se parlaient entre eux autres, puis il y avait comme leur Bill Murray libre de droit. Oui. Leur Peter Venkman libre de droit. Pour lequel on n'a pas besoin de payer. Un qui ressemble vraiment à Bill Murray, puis un qui ressemble au cartoon, puis toutes ces affaires-là qui étaient vraiment nice. Dans le IDW Publishing, il y a eu deux genres de crossover massifs dont tu parles. Là, ça s'appelait Infestation. Le premier, c'était des zombies à la grandeur d'un genre de multiverse qui incluait Star Trek. Il y avait Ghostbusters. Je me souviens pas des autres franchises. Là, ça fait quand même assez longtemps. C'était pas très bon. C'est vraiment bizarre parce que IDW Publishing possédait les droits pour toutes ces franchises-là en comic book. Et le crossover ne se faisait pas réellement. C'était les zombies qui envahissaient l'ensemble du cosmos multiverse, mais les personnages comme tels ne se croisaient pas. Par la suite, il y a un autre type de crossover Infestation qui a eu lieu quelques années plus tard, qui regroupait la mythologie de Cthulhu, que je n'ai pas lu malheureusement, donc je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si les personnages se rencontrent. Et là, je sais que Transformers était impliqué, puis il y a d'autres franchises qui étaient impliquées. Mais sinon, il y a eu un crossover dont on a parlé à l'émission récemment. Ghostbusters et... il y en a eu deux. Ghostbusters et Ghostbusters et Back to the Future. Puis il y a eu un genre de Non, excuse-moi. Non, là, je suis en train de me mélanger. Transformers Back to the Future. Mon cerveau bat. Transformers Back to the Future et Transformers Ghostbusters. Voilà, OK, voilà. Qui était correct, qui était bien sympathique. Surtout celui Transformers Ghostbusters, c'était bien. Mais c'était l'équipe créative derrière la fameuse série d'IDW Publishing dont je parlais. Donc, ça vaut la peine. J'espère que ça répond à ta question, Carl. On va aller à un message d'un type que tu connais aussi, Yannick, Mr. Juice. Ah oui? Hey, salut les mystérieux, ici Étienne Mr. Juice Cormier, à l'appareil. Je vous écoute présentement et vous êtes en pause. On est le 6 mai. Écoute, la question m'a vraiment interpellé. Moi, là, je suis un excellent fan et je capote sur les jeux Spider-Man de Insomniac qu'il y a eu au PS4 et maintenant au PS5 avec par la bande le jeu de Miles Morales. À chaque fois qu'il y a le nouveau jeu qui est sorti, c'est devenu mon jeu préféré de tous les temps. Fait que j'aimerais bien ça que Insomniac sorte un jeu de Daredevil. Il me semble que ça serait fou. Le système de combat dans le jeu, il serait vraiment adapté pour un personnage acrobatique comme Daredevil. Ça serait vraiment hot. Fait que là, on serait dans Hell's Kitchen. T'sais, ils ont déjà tout fait la ville de New York pour Spider-Man. Fait que ça serait malade. On pourrait se battre contre Kingpin, Elektra, Bullseye, tout ça, là, tout le bon stock là, de Frank Miller dans le temps. Fait que, ouais, moi j'aimerais bien ça. Oh, vous avez fini votre pause. Bon, ben,
Salut! Salut, Monsieur Juice, Étienne qui multitask. Donc, Très bon, c'était très bon. Oui, merci beaucoup pour ta question, Étienne. La question, en fait, qu'on avait posée la semaine dernière, c'est quel jeu vidéo on aimerait voir adapté quelle franchise on aimerait voir adapté en jeu vidéo, pardon. Et donc, ça, c'était la réponse d'Étienne. Toi, est-ce que tu as une idée, toi, Yannick? Quelle franchise tu aimerais voir adapté en jeu vidéo? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça peut être n'importe quel type de jeu aussi. Là. Ben regarde, moi, j'ai travaillé sur une adaptation. Alors moi, j'ai des rêves de oui, c'est vrai, tu as travaillé sur travailler moi-même. Ben ouais. Ben moi, je vais te dire là que une affaire, puis ça c'est avec mon cousin qui est aussi le cofondateur de Studio Games. On aime beaucoup le jeu de NES de Superman, qui est mal aimé. Celui de NES, le premier, la console de Nintendo. Là. Un peu, je l'ai perdu. Tu m'as perdu? Oh non, ça va bien. Je t'entends, par exemple, Yannick. Tu m'entends, mais je te perds, Benoît. Ah, mon Dieu, ok, ça va bien. T'as peu, je vais changer d'écouteur. Ce sera pas long. Je te le donne dans quelques secondes. C'est bon. Là, ça marche pas. Ah ouais, Yannick a des problèmes d'ordinateur. Un breaker a sauté chez lui. On pense que ça a affecté non seulement son ordinateur, mais là, ça semble aussi avoir affecté ses écouteurs. Donc, on règle ça live. Écoute, je vais essayer de répondre à la question, Étienne, de mon côté. Moi, ça fait longtemps, il y avait une rumeur qui était sortie à un moment donné que Rocksteady, les créateurs de la série des Arkham, les Arkham Knight avec Batman, allaient travailler sur un jeu des Turtles. Finalement, ça n'a pas eu lieu. C'était qu'une légende urbaine. Mais tu vois, un jeu de Turtles de ce type-là, troisième personne, je serais bien intéressé. D'ailleurs, j'ai vu, on en a parlé à l'émission, qu'il allait adapter The Last Ronin éventuellement en jeu vidéo. C'est le comic book qui n'arrête pas de faire des petits parce qu'il va être aussi adapté au cinéma. Fait que ça, j'étais très, très, très heureux d'entendre cette annonce-là. Mais ouais, un bon jeu Turtles. Tu m'entends bien, là, Yannick? Oui, je t'entends. Excellent. Vas-y donc voir qu'est-ce que tu disais. Toi, qu'est-ce que tu aimerais voir avec adapté? Tu disais que tu avais un jeu que tu aurais voulu travailler. Il y a le jeu de Superman au NES qui est tout de même mal aimé, mais que j'aime beaucoup. Puis qui a une mécanique qui a une mécanique un peu de RPG que tu peux te changer en Superman puis en Clark Kent. Ah oui. Puis quand c'est le temps de ramasser des indices puis de parler aux NPC, mais si tu vas leur parler en Superman, ils sont juste comme « Wow, Superman! » Mais il faut que tu te transformes en Clark Kent pour ramasser des informations puis pouvoir avoir des indices et progresser à travers le gameplay. Puis un jeu comme ça, de Superman où il y a comme un élément enquête qu'il faut que tu sois les deux identités. Je trouverais ça vraiment cool. J'aimerais vraiment ça travailler là-dessus. J'avoue, parce que... Juste que ça existe. Parce qu'habituellement, on pense tout de suite à Superman. Moi, je pense à la destruction, comme combattre des ennemis, puis quoi qu'il pourrait en avoir aussi. Mais j'avoue que le côté... enquête journalistique, même dans les comics, des fois, c'est pas très, très, très présent, là, quoique il y a quelques séries qui me font mentir. On en a beaucoup vu dans The New Adventures of Superman, de Lois and Clark, mais ça date quand même des années 90. Mais ouais, en jeu vidéo, ça pourrait être une mécanique assez intéressante. Là, par contre, il faut pas que tu dises ça. Là, t'as pitché ça dans les terres, puis il y a un autre jeu qui va faire un pitch pour toi. Là. C'est le danger de partager ses idées. Regarde, si tu décides d'adapter Superman au NES puis t'as une grosse compagnie, ça se peut que tes actionnaires te mettent à la porte. C'est potentiellement dangereux comme idée. Ouais, j'avoue. Surtout que les jeux de Superman n'ont pas nécessairement une bonne réputation. Là. Tout le monde fait référence, bien sûr, ou je fais référence, bien sûr, au jeu de 64 que j'ai jamais joué, mais que j'ai vu de nombreux vidéos de complaintes. Là, que écoute, moi, je l'ai essayé à un moment donné. Ouais. Je l'ai essayé à un moment donné parce que je me suis dit, regarde, moi, je suis différent. Ouais. Moi, je vais l'aimer, ce jeu-là. Je vais y trouver une qualité rédemptrice. Et puis... Ce n'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Attends, je te connais comme un gars quand même assez positif, donc ça dit tout. Hein? Ça a été très difficile, je te dirais. Bon. Ben, merci, Mr. Juice. J'espère qu'on a répondu à ta question. On a un dernier message de Patrick Gaudreau. Oui, bonjour les mystérieux, c'est Patrick Gaudreau. J'avais une petite question pour peut-être Simon, qui a parlé de la série Fallout au dernier épisode. S'il avait déjà vu le film A Boy with His Dog, un film de 1975, avec comme acteur principal Don Johnson. La série de jeu a été beaucoup inspirée de ce film en tant que tel. Fait que je voulais voir s'il l'avait déjà vu et si ça valait la peine d'être écouté.
Merci beaucoup les mystérieux, puis je vous souhaite encore une bonne continuité, bon travail, je vous adore. Bye. Merci Patrick. Simon n'est pas là cette semaine, mais je sais qu'il en a déjà parlé à l'émission et je sais qu'il m'a déjà présenté le film quand on habitait ensemble, parce que Simon et moi on habitait ensemble pendant plusieurs années et il avait ce dit film. On avait même pensé en parler un jour à l'émission parce que de temps en temps on parle de films douteux ou de type série B. Et ça faisait partie du lot. Donc, je peux te confirmer qui sait que ça existe. Par contre, toi, tu m'apprends, Patrick, que le jeu a inspiré en partie Fallout. Ça fait du sens. Univers post-apo avec un chien, il y en a dans Fallout. Il y a clairement pas d'être même d'autres vases communicants. Mais non, je n'étais pas au courant. Merci à Carl, à Mr. Juice, puis à Patrick pour leur message. Si vous voulez nous laisser un message vocal pour la semaine prochaine ou pour les futurs épisodes, il y a une adresse, elle est disponible dans le descriptif. C'est speakpipe.com/mystérieux. Le lien est dans le descriptif, donc vous cliquez là-dessus. Vous pouvez écouter votre message avant de l'envoyer, donc il n'y a pas de gêne, ça peut être un commentaire, suggestion. Puis d'ici la fin de l'émission, on va essayer de penser une question peut-être pour la semaine prochaine. Donc voilà, merci à tous ceux et celles qui envoient des messages. C'est vraiment sympathique de vous entendre. On va Benoît, j'aimerais juste te dire, je suis en train de ramener mon autre ordinateur à la vie. Alors, avant que le laptop meure de sa belle mort, je pourrais switcher à ça nous pourrons continuer. C'est du Gorilla Podcasting que tu nous fais vivre cette année. Il n'y a aucun autre type de podcasting en ce qui me concerne, mais je voulais que qu'il y ait du Gorilla Podcasting pour cet épisode-ci. Je trouvais que c'était important, je trouvais que c'était thématique. Fait que... Ben, ça fonctionne, merci. On va faire ça, ça va être très apprécié que tu sois joint à nous pour cette semaine, Yannick. Est-ce que tu as encore assez de jus, par contre, dans ta batterie pour pouvoir nous parler de ta première nouvelle? Peut-être tout de suite, mais là, je vois qu'il y a Gabriel RB qui me pose la question. Qu'est-ce que Yannick pense des fermetures de studios de Microsoft en ce moment? Oui. Regarde, c'est absolument terrible. C'est malheureusement quelque chose qui est aussi très fréquent. Mettons, dans les 2 dernières années, des grosses vagues d'embauche et aussi des grosses vagues de, justement, éventuellement, de mise à pied comme ça pour des grosses compagnies. Puis, ça, ma foi, je trouve ça terrible. C'est vraiment triste, mais aussi parce que tu vois qu'il y a c'est des grosses compagnies qui sont gérées qui font partie des portefeuilles d'autres grosses compagnies. Puis c'est comme ça qu'ils gèrent ces affaires-là. Je pense qu'il y a un problème aussi. En tout cas, regarde, ça va être. Moi, c'est sûr que je dirais ça, travaillant dans une petite compagnie, mais je pense que tout le monde qui vise et qui chasse le AAA, puis la méga production à graphique réaliste impressionnant, ben ça, c'est sûr que ça fait que tu bâtis des super grosses équipes pour avoir des jeux de cette envergure-là. Puis ça crée une situation aussi que si tes jeux doivent rapporter énormément si tu veux rentrer dans ton argent. Rentrer dans ton argent, oui, on s'entend. Versus que si tu fais des trucs plus petits. T'sais. C'est rentrer dans son argent, puis c'est aussi satisfaire tes actionnaires. Parce que quand une compagnie, n'importe quelle compagnie, c'est pas juste exclusif aux jeux vidéo. Quand écoutez, on vous apprend rien. Là, quand il y a une vague de congédiements, c'est clair qu'il y a peut-être moins de recettes qu'estimées ou voulues, désirées. Mais la réalité, c'est pour protéger les gains d'en haut. Les gens qui investissent. Ce qui est comme, je comprends la logique, mais à un moment donné, cette logique-là peut devenir destructive. Moi, je suis bien curieux, je n'ai pas tant d'opinion là-dessus parce que je ne prétends pas connaître le milieu, là, Yannick, mais de voir qu'est-ce qui va se passer avec les studios qui ont eu qui vont devoir composer avec la perte de certains crédits d'impôt. Là. On a appris ça récemment à cause du budget provincial. Ça, j'ai très peur, moi, pour nos amis qui travaillent chez Ubi ou qui travaillent ailleurs, qui bénéficient, ces compagnies-là bénéficient des coupures, des exemptions de taxes. Et c'est une des raisons pourquoi Montréal est devenu, à un moment donné, une plaque tournante du jeu vidéo. C'est grâce à ces initiatives. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur, là, parce que le marché reste quand même petit. Il y a plusieurs studios à Montréal, bien sûr, mais c'est pas tous de la même envergure. Fait qu'imaginez cette quantité-là de personnes qui perdent leurs emplois en même temps, je trouve ça absolument terrible. Pour l'avoir vécu l'année passée, perdre un emploi, c'est comme le plus grand stress inimaginable. Donc, toi, est-ce que tu as l'impression que ça risque d'affecter le milieu sans trop nécessairement te mouiller, là, Yannick? Oh, on a-tu perdu Yannick? Il est passé d'un... Oh, il a freezé. Bon, OK, c'est bon.
Au moment où je pose la question, je vais la garder en banque. OK. Donc, on va embrayer dans les nouvelles le temps que Yannick revienne. Vous l'avez certainement vu passer, là, la nouvelle. Là, c'est à l'effet qu'on a perdu une légende qui était parmi nous pendant plusieurs décennies. Je parle ici du légendaire producteur de films de série B, Roger Corman, qui est décédé récemment, le 9 mai dernier, à l'âge vénérable de 98 ans. Il est décédé entouré de sa famille et ses amis à Santa Monica, aux États-Unis, bien sûr, en Californie. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Simon en a souvent parlé à l'émission. Roger Corman, c'est un producteur prolifique qui, au fil des années, a fait, son empire a pris plusieurs formes, là, sous, mettons, New Form Pictures, Concorde ou New Horizon. Il est responsable de la découverte de nombreux talents, autant de devant que derrière la caméra. On parle de Jack Nicholson, qui a travaillé sur le premier film de Little Shop of Horror, avant que celui-ci soit adapté sur Broadway, qui par la suite devienne une fois de plus un film, un long métrage, hein, une refonte. Il a découvert Robert De Niro pour Boxcar Bertha. Francis Ford Coppola, bien sûr, pour Dementia 13, et Martin Scorsese pour Boxcar Bertha également. Il a fait des centaines de films, des films qui sont reconnus pour être profitables et faits rapidement. On s'entend que c'est des petits films, mais souvent quand il y avait du temps, du budget qui restait de d'autres productions, mais il investissait dans une nouvelle production. C'était une manière de faire des films à la chaîne assez rapidos, mais de façon profitable. Si vous êtes fan comme moi de la franchise des Scream, il a eu droit à son caméo aussi dans le 3e Scream. Il fait partie des producteurs qui travaillent sur ce qui deviendra éventuellement dans l'univers de Scream Stab 3. C'est un grand du cinéma qui nous a quittés malheureusement. 98 ans quand même, il en a vu des choses au courant de sa vie. Et je ne peux pas imaginer une meilleure fin qu'être entouré de sa famille et ses amis quand tu pars de l'autre bord. On entend toujours notre ami Yannick Belzile en espérant que c'est pas sa maison complète qui a sauté, parce que son image a comme assez carrément freezé devant moi, là, assez arrêté devant moi. Fait que j'ai embrayé dans une nouvelle nouvelle, ouais, c'est ça exactement, concernant la franchise de Lord of the Rings. Aujourd'hui, je suis un petit peu déçu que notre ami Gauthier Langevin ne soit pas présent, parce qu'on le taquine depuis longtemps que Lord of the Rings, Gauthier, c'est sa franchise favorite. La réalité, c'est que ça ne l'est pas du tout. Lui, pourtant, qui est fan de lore, j'aurais cru que Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, était sa franchise favorite. Mais non, je ne sais pas, il n'est pas capable de sentir ça. Mais bon, vous le savez, Warner Brothers Discovery a encore des droits sur la franchise du légendaire auteur J.R.R. Martin. J.R.R. Martin, écoute, j'ai brassé mes caches. Voyons, Colin, c'est ça qui arrive quand on manque du monde à l'émission. C'est, R.R. Tolkien. Bravo Ben, t'as réussi à le faire. Donc le président de Warner Brothers Discovery, le directeur général David Zaslav, a annoncé jeudi dernier qu'il y a un nouveau film de Lord of the Rings qui est en préparation, qui est prévu pour une sortie en 2026. Là où ça devient intéressant, c'est que ça sera réalisé et mettant en vedette Andy Serkis. Andy Serkis, bien sûr, qui a été popularisé par son rôle dans Les Seigneurs des Anneaux et dans Bilbo, de Gollum. Le titre, pour l'instant, temporaire du film, c'est Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Donc, je pense que le titre est assez éloquent. Ça dit ce que ça a à dire. C'est Gollum qui est pourchassé durant les événements, je crois, du premier Lord of the Rings. Ça sera produit par, entre autres choses, Peter Jackson. Il y a des gens qui travaillent sur le scénario, qui ont déjà travaillé sur la franchise, pardon. Et sur un deuxième film, d'ailleurs, de Lord of the Rings, qui est également en préparation du côté de Warner Brothers Discovery. Son nom étant The Lord of the Rings, The War of Rohirrim. Donc, je ne connais pas pour beaucoup la prémisse de celui-ci, mais je suis quand même assez intrigué. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à cette nouvelle-là, c'est pas tant le fait qu'un nouveau film de Lord of the Rings s'en vient, quoique ça me déplaît pas, là. C'est le fait qu'il y a eu comme un fait divers entourant cette annonce-là que je trouve assez éloquent, puis c'est quelque chose dont on a déjà parlé à l'émission. Donc, Warner Brothers Discovery a pris action après l'annonce de The Hunt for Gollum, en fermant, peu de temps après l'annonce, la même journée, là, un ambitieux fan-film de 39 minutes qui est sorti il y a environ 15 ans de ça, qui est sorti en 2009, réalisé par un certain Chris Bouchard. C'est un fan-film qui mettait en vedette
justement un peu la même prémisse, qui mettait en scène, un peu la même prémisse, qui s'appelait The Hunt for Gollum. Donc, j'ai jeté un coup d'œil au dit fanfilm, parce qu'il est dorénavant, il est disponible à nouveau, parce que après avoir été retiré, il y a eu une espèce de tollé chez les fans qui ont exigé qu'il soit remis en place. Et vendredi, le fanfilm a été remis sur Internet, donc vous pouvez aller le voir encore aujourd'hui. Il y a eu une promesse d'ailleurs du studio qui ne sera pas retiré pour une deuxième fois. C'est, ma foi, assez impressionnant, surtout pour un fan-film qui date de 2009. Les moyens du bord de l'époque étaient quand même encore plus limités qu'aujourd'hui, puis ça a l'air d'un petit film. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pense que ça peut être une petite introduction à l'univers de Lord of the Rings. C'est intéressant, The Hunt for Gollum, qui a été réalisé par Chris Bouchard, fan-film de 2009. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, oui, par rapport à tout ça, il y a une source du studio qui dit qu'il y a eu un copyright strike. Là, prenez ça avec un grain de sel, c'est pas une annonce officielle, et que le film aurait été retiré par mégarde. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a voulu justement pas créer de la confusion entre le produit original et ce qui sera éventuellement la sortie d'un film dans 2 ans? Tout est possible. D'ailleurs, c'est ça qui est le fun. Hein? Pendant longtemps, il y a des franchises comme Star Trek qui permettaient à des gens de créer des fan-films de toutes pièces, des produits, tant que ces produits-là ne généraient pas du revenu. Et là, de plus en plus, on sent une certaine réticence parce que les moyens technologiques nous permettent de se rapprocher de quelque chose qui ressemble énormément à un film officiel. Là, je fais ici référence à un film de Star Trek qui finalement ne verra pas le jour et qui avait engagé aussi des acteurs de la franchise pour jouer dedans. Donc, des vrais acteurs, des bons acteurs, des visages connus des fans de Star Trek. Et finalement, ça a été, la plug a été tirée. Il y a plein de projets comme ça dont la plug a été tirée. Récemment, j'avais vu aussi pas un fan-film, mais un jeu virtuel où on recréait de toutes pièces en univers de réalité virtuelle le Star Trek, l'Enterprise D dans Star Trek de Next Generation. Puis finalement, Paramount Pictures a décidé que c'était pas correct, que là, on jouait un petit peu trop dans leur plate-bande. Puis même en fin de semaine, je voyais un film, ou plutôt un jeu vidéo de fans de Jurassic Park qui s'est fait demander par Universal Pictures de se faire retirer les logos, toute mention et musique de la franchise originale, parce que, encore une fois, c'était tellement bien fait que le studio avait peur que ça porte à confusion. En plus, ce qui est intéressant, c'est un jeu qui était fait sur un engin directement sur PlayStation 5, là, donc pas un engin de construction de jeu nécessairement excessivement développé, mais le studio trouvait que c'était un petit peu trop proche de ce que les autres créaient pour que ce soit confortable. Donc, c'est quand même assez étonnant là, tout ce qui se passe à ce niveau-là. Éventuellement, avec l'intelligence artificielle, l'espèce de ligne entre les produits officiels et les produits, fan-made, va devenir de plus en plus mince, et j'ai hâte de voir la réaction de ces grandes institutions-là pour protéger ce qui est tout à fait légitime, leur propriété. Yannick est de retour. Yannick a fait son cardio pendant qu'il était en train de brancher ses 3-4 ordi. C'est exact. Je te sens essoufflé. Mais sur le point de sortir mon vieux laptop de 3 bières, ma foi, qui peut pas y faire ça. Il a rendu ses années de loyaux service. Peut pas y faire ça. C'est bien correct, Par contre, je vais te remettre le flambeau là, parce que j'ai brûlé 2 de mes nouvelles. J'ai parlé de la mort de Roger Corman, puis du nouveau film de Lord of the Rings réalisé par Andy Serkis, puis comme tel, je pense que les gens à la maison sont au courant, là, mais je parlais surtout de l'enjeu lié à un fan-film qui reprenait la même prémisse, donc la chasse pour Gollum, qui a été tassée pendant quelques heures, qui a finalement 24 heures environ sur Internet, là, qui renaît de ses cendres, tel un phénix, comme dirait Raoul, justement, dans le chat. Donc voilà, fait que je vais te demander toi, tu vas nous parler quand même de quelque chose qui est lié à Warner Brothers, parce que tu vas nous parler du costume dévoilé de Superman par James Gunn. Ben oui, James Gunn a dévoilé le costume de son Superman incarné par David Cornsweet la semaine passée. Et puis, la réaction était mitigée. Mitigée, légèrement positive, pas mitigée plus vers négatif, je crois. Mais moi, je voulais juste dire, regarde, je défie quiconque d'être un plus grand supermanologue que moi dans la sphère de podcasting québécois. Écoute, je te le donne, je vais même pas essayer de me frotter. Écoute, fait que c'est mon opinion qui compte le plus. Non, c'est vrai. Mais regarde, moi, ma foi, pensant comme à Superman constamment, j'ai bien aimé ce qu'il nous présente dans la photo. Moi, ce que j'aime de ce qui est présent dans la photo, j'en ai parlé aussi au Voyeur de Vue, mon autre podcast de cinéma qui sort avec Alex Rose. Avec Alex Rose, oui. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça présente Superman
comme un gars qui, son costume, c'est pas une affaire magique, c'est une affaire qu'il porte, puis il faut qu'il enfile ses bottes. C'est ça. Son costume, tu vois dans la photo, il est un peu sale. Tu sais, il est usé comme... Tu sais, as l'impression que être Superman, c'est comme une job et une job fréquente. Oui, ça doit tenir occupé. Là. Fait que, pis ça, c'est le genre de take comme humaine que je préfère aussi pour le personnage en général, comme tu sais, les comics des années 90 que moi j'ai vraiment rentré dedans. Tu sais, c'est comme ça qu'ils traitaient Superman, et puis la plupart de mes affaires préférées de Superman le traitent comme ça. Tu sais, dire constamment qu'il est un dieu puis qu'il est un mythe, à un moment donné, je trouve que ça t'éloigne du personnage, puis je trouve que c'est pas aussi intéressant. Il faut toujours que tu fasses ça avec une certaine mesure, comme Grant Morrison ferait, mettons. Ouais. Mais, fait que, ce qu'il présente, j'ai beaucoup aimé ça, puis à date, j'ai toujours été pas mal enthousiaste pour ce projet-là, mais là, je le suis, ma foi, davantage. Qu'est-ce que tu penses du fait que le costume n'a pas le même S, puis on est allé chercher un S à la manière de Kingdom Come, ou comme on a déjà vu dans d'autres itérations du costume? Ben, moi, je pense que, tu sais, comme ils mettent un drapeau à terre pour dire que je pense qu'éventuellement, ils veulent se rendre à un genre de Kingdom Come, que ce soit maintenant, que ce soit il y a un film qui se passe dans le futur, ou qu'ils veulent nous montrer des visions apocalyptiques qui sont Kingdom Come-esque. Puis, je pense que aussi, c'est une idée que, tu sais, quand tu fais une nouvelle version de quelque chose, tu veux comme un peu te l'approprier. Ouais. Puis ça, même si c'est le logo de Kingdom Come, ça va comme un peu devenir le logo du Superman de James Gunn. Tu veux que ce soit comme le tien. Associé. Fait que je pense que c'est partiellement à cause de ça. T'sais. Mais autant que j'aime le S iconique là, de Superman, celui que tout le monde connaît, là, le fameux logo qu'on a... Ben, il y a eu différentes itérations au fil des années, là, mais celui popularisé, disons, par les comics des années 80-90, puis surtout le film de Richard Donner, là, j'aime bien la nouvelle version, mais je comprenais pas trop le choix, mais je pense que tu viens de bien me l'expliquer. Ils veulent faire son interprétation à lui, ils veulent faire sa version à lui, puis quoi de mieux que de choisir un nouveau logo, hein? Ton Pepsi va pas coûter la même affaire, c'est le petit rond, il est dessiné différemment, là, c'est clair. Puis je suis bien curieux par rapport à l'effet qu'ils ont mis en arrière aussi, parce que ça semble être... ça semble présenter peut-être une idée de ce qui serait une partie de l'histoire. Là, on dirait une invasion à la Brainiac. Là, Je trouve qu'on dirait que c'est ça Laris, le Sun Eater, qu'on voit dans Superman 1 Million. Oui, qui est justement aussi comme un méchant, un adversaire cool créé par Grant Morrison. Que je pense que ça serait dans la vibe de James Gunn d'avoir ce gars-là dans le mix, ce bonhomme-là dans le mix. Fait que je pense que c'est ça. Mais c'est ça, je suis curieux de voir aussi comme, le reste. Là, j'aurais trouvé ça cool qu'ils sortent comme en même temps, comme que, tu sais, David Corenswet montre une photo de son Superman, puis que Rachel Brosnahan elle montre une photo de sa Lois. Une photo semblable de Lois Lane qui est allée au Daily Planet, puis de qu'est-ce qu'elle a l'air à son bureau. Toutes des affaires comme ça. Fait que, ben, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça cool, j'ai apprécié ça, puis ça me semble être dans de bonnes mains, mais qui sait, ça pourrait être pas le cas, mais je suis assez positif. C'est James Gunn quand même. Fait que écoute, ce qu'il a fait dans les dernières années, moi, il n'y a rien qui m'a déplu. Question pour toi, parce que tu parlais de la raison qui justifie l'adoption du logo, puis je pensais au futur de ce qui sera éventuellement les films propulsés, des fois même réalisés par James Gunn, mais souvent produits par James Gunn. C'est lui qui est un des architectes maintenant du DCU. Penses-tu que DC risque de prendre avantage de l'espèce de vacuum causé par le manque de films de Marvel et le manque d'enthousiasme que les gens semblent avoir autour des films? Est-ce qu'il pourrait avoir un regain d'intérêt pour le genre super-héroïque, mais à travers la plateforme qui est DC Studios maintenant? Ben, je pense que oui. L'affaire, c'est que le monde je pense que les auditoires se sont tannés d'une certaine formule, puis qu'en même temps, à cause où ce qui était dans leur cycle de production, il n'y avait pas quelque chose d'excitant au loin à regarder. Ouais, c'est comme ça. Si on se rappelle, mettons, dans les 10-15 dernières années, des fois, on allait voir un film de Marvel, mettons, on allait voir un Thor The Dark World, on était comme, OK, c'est moins le fun, mais j'étais content d'avoir vu Thor. Il y a un bout où ce que Loki imite Captain America, ça c'est le fun. Puis dans le mid-credit, il y a une autre affaire aussi. Ça aligne des affaires. Fait que avant, quand il y avait une affaire moins bonne, t'es comme, mais il y a une affaire cool qui s'en vient. Ouais. Là, il y avait moins d'affaires cool qui s'en vient. Puis en plus, les films en tant que tels étaient
certains d'entre eux étaient plus répétitifs et moins bien exécutés et moins le fun, mais surtout aussi comme moins surprenants. Ou moins, tu te faisais moins présenter un nouveau personnage, mettons, ou des trucs comme ça. Puis ma théorie, je l'ai souvent dit à l'émission, je pense aussi que la pandémie n'a pas aidé pour le momentum qui avait été créé. Auparavant, on était rendu presque entraîné d'aller voir un film aux 3 mois là, lié à Marvel Studios. Puis mais c'est vrai que le fait qu'il n'y a pas de payoff qu'on entrevoit, c'est pas la confrontation Thanos V2. Là, on commence à comprendre qu'il va y avoir quelque chose lié à Secret Wars, puis probablement une adaptation du comics, puis tout le kit. Mais pendant un bout, c'est juste des films disparates qui avaient peu de direction en termes d'univers consensuel. Puis je pense que ça a joué aussi sur l'appréciation des gens. Mais si on regarde l'intérêt que suscite la série des X-Men 97 en ce moment en cartoon, je pense que il suffit de un peu brasser les braises pour que l'intérêt reprenne des forces. Là. Ben, oui, c'est ça. Puis tu vois, mettons, pour parler de X-Men 97, que moi aussi j'aime beaucoup, le contraire que c'est, mettons, avec les films du MCU, drette là, c'est du soap super assumé, ultra sincère, il n'y a aucune distance ironique avec aucune émotion. Les émotions sont vives, le pacing aussi est vraiment comme hyper crunché. Là. Il se passe beaucoup de choses dans un épisode, fait que tu as l'impression tu sais, les événements vont vite, mais l'émotion est juste comme à la bonne vitesse. Absolument. Fait que t'as l'impression comme tout le monde, t'es comme d'avoir comme un repas satisfaisant à chaque épisode. Puis les personnages sont super bien exprimés, sont animés avec... Puis ils ont de l'action que comme t'avais jamais vraiment vu avant. Il y a eu d'autres affaires qui étaient bien animées, que peut-être t'as vu Wolverine avoir une scène de bataille cool, mais t'avais jamais vu comme Cyclops ou Cable être kick-ass de même, puis aussi toutes les voir ensemble. Fait qu'ils ont vraiment créé un spectacle avec des personnages que tout le monde connaissait puis que tout le monde aimait, mais ils ont juste comme vraiment bien fait ça. Puis je pense que c'est ça aussi la différence qui fait que c'est bien reçu. Puis c'est ça, si tu veux continuer à faire des trucs de super-héros, ben il faut qu'ils soient différents de cette façon-là. Il faut pas que... Peut-être qu'il faut trouver une formule différente ou justement trouver des formules différentes. Ouais, ben on le voit là, avec Fantastic Four, puis l'idée qu'on va camper ça dans les années 60, je pense que c'est peut-être une volonté de vouloir faire un peu différemment. Mais comme tu le dis, je pense que X-Men 97 a tellement de cœur puis est tellement bien exécuté que c'est... Tu sais, je peux pas croire que tu es un fan des X-Men puis écouter ça puis être cynique, parce que tout le monde a son moment. Tout le monde a un moment où il y a des moments assez poignants là, dans cette série-là. Il y a des tournants que l'histoire prend que je ne m'attendais pas. Puis moi, au niveau de l'animation, je ne suis pas un grand fan du style manga animé. Là, c'est pas mon truc. Puis je trouve que la série est à cheval entre les deux. Le style américain, mais de temps en temps, tu sens très bien les influences de l'anime. Puis le tout, man, ça fait que c'est une série super belle. Visuellement, c'est intéressant. Puis tu le mentionnes également, les chorégraphies de combat sont incroyables. Genre de moments que tu pourrais vivre dans un film du MCU, mais avec les X-Men. Et je pense que c'est une bonne carte, en fait, de visite pour ce qui sera éventuellement l'univers des X-Men au cinéma. Ça va donner l'intérêt pour bien du monde. Ben, en fait, moi, je suis un peu dans le sens contraire, que moi, je trouve que ça rentre dans une zone de Spider-Verse où l'existence de la version animée et sa qualité va peut-être nuire à l'adaptation live-action, parce qu'il y a juste une efficacité. Tu sais, il y a une qualité du comique que tu peux traduire en animation qui est plus difficile à faire en live-action, que je pourrais pas te décrire c'est quoi, mais c'est de donner vie et dynamisme à ces personnages-là. Puis aussi, dans l'animation, ben là, tu sais, comme... Je me rappelle la première fois que j'ai vu le premier Spider-Verse, puis là, quand tu vois les Spider-Man se swinguer à travers New York, t'es comme... Pourquoi essaye-t-on de créer ça avec des acteurs en live-action? À quoi ça sert? Je veux dire, j'aime les films de Tom Holland, puis tous les autres films de Spider-Man, je les aime à certains niveaux. Ben, je suis comme, à quoi ça sert quand t'as l'animation, que c'est comme fucking parfait? J'ai peur que... En tout cas, je pense que ça rend peut-être la tâche plus difficile à une adaptation live-action pour les X-Men, parce que, encore plus que si X-Men 97 n'existait pas, t'aurais pu juste... Ouais, le comparatif est loin, là. Il est loin dans l'histoire, là. Puis
aurait pu juste prendre tous les personnages puis le line-up du dessin animé des années 90, faire ça en film, puis le monde aurait fait comme « Ah, ben, au moins c'est eux autres, je m'en ennuyais. » Mais là, ils viennent de sortir potentiellement la meilleure version possible de ces personnages-là. Fait que c'est comme aïe, aïe, aïe. Ouais, ils ont des gros souliers à combler. En parlant de gros souliers à combler, on a notre ami Laurent Boutin qui se joint à nous. Salut Laurent. Salut. Bon. C'est moins tough qu'avant. C'est moins tough qu'avant? Qu'est-ce que tu veux dire? Trouver des souliers Ah oui? à ma taille. T'avais des problèmes de souliers avant? Ben, il y avait un temps où trouver des 12. Ah oui. C'était plus comme un peu tough. Ouais. Mais maintenant, ça va bien. Laurent, désolé pour... tu m'as rejoint dans le problème des petits rongeurs. Ben, il semblerait que je fasse partie maintenant du Select Club des petits rongeurs. Oui, hein? C'est qu'est-ce qu'ils ont bouffé dans votre placard? Les excellentes pépites de chocolat Reese. Ah, les salopes, ils ont vraiment des bons goûts en plus. Ouais, comme rien d'autre n'est touché que les pépites Puis, Reese. je vous encourageais à faire deux choses. De un, genre mettre ça dans des bacs de plastique, puis de deux, les mettre haut parce qu'ils vont retourner, ils vont saloper votre placard. Ça va être dégueulasse. Ben, écoute, on travaille là-dessus. Bon, mais merci d'être là. ça veut dire que ta blonde se tape toute la job en ce moment. Ben, non, mais les choses sont pas mal déjà dans des contenants. Ouais. On est des gens qui allons au vrac maintenant. Oui, c'est bien ce ça. genre de bourgeois bohème de plateau. De plateau. Buveux de sangria, puis de... Ouais. C'est ça, têteux de subvention. Gratteux de guitare. Regardez le guitare, c'est vrai, c'est ça. Il nous en manque-tu un? Ah, il y en a sûrement d'autres. Sûrement. On utilise des pistes cyclables, puis on l'a pas inclus là-dedans, fait que c'est sûr. Arrêtez, là, ça sent le poivre déjà, par ici. Bon, on va aller avec toi, Laurent, parce qu'on est rendu là. Oh, hey, les amis, je viens de recevoir un email. J'ai été embauché au Journal de Montréal. Oh, fuck! Il a juste fallu que je dise ces affaires-là dans un micro back-to-back, puis Cube me donne une tribune. Ce serait malade que, genre, il y a des pubs qui commencent à tourner, puis c'est juste toi dans un suit bleu, les bras croisés, puis genre, comme... La juste inflation. La juste inflation, wow, je l'avais jamais entendu, celle-là. OK, j'essaie de... rentre dans le bain. Dans le bain. OK, avez-vous parlé de Fantasia déjà? On n'a pas parlé de Fantasia encore. On a parlé de ZBM, on n'a pas parlé de Fantasia. Parce que Fantasia vient de faire sa première batch d'annonces. Oui, j'ai vu ça. Pour l'édition de cet été, qui aura lieu du 18 juillet au 4 août. Avez-vous eu le temps de checker? Non. Non. Il y a étonnamment beaucoup de films annoncés déjà, une vingtaine de films. Beaucoup de choses qui, pas nécessairement me disent rien, mais qui ont des bonnes prémices ou que je reconnais des noms d'anciens succès des Fantasias des années passées, mais que je n'ai malheureusement pas vu encore. Mais une chose a retenu beaucoup mon attention, c'est-à-dire un remake d'un film que je ne connais pas qui s'appelle Witchboard. De 1986, je pense, il paraîtrait que c'est un film culte canadien, mais qui aurait un remake par Chuck Russell, qu'on connaît pour avoir fait le remake du Blob, le film de Mask, c'est que lui, Freddy 3 de Dream Warriors. Oui, le meilleur. Et Eraser avec Arnold. C'est lui qui Eraser. J'avais oublié Eraser aussi. C'est avec les guns qui chewent d'aluminium, c'est ça? C'est les guns qui zooment jusqu'à ton cœur, qui palpitent. Ouais, puis ils pitchent des balles d'aluminium. Ils créent quoi? En fait, il n'y a pas de balles. C'est ça qui m'avait impressionné dans le temps. C'est comme un genre de petite mini-réaction. C'était genre badass quand même, de mémoire. Je suis pas sûr que ça tient la route. Là. Ouais. Mais bref, des films que je trouve en général très le fun. Puis je savais pas que M. Russell continuait sa carrière encore. Ouais. Curieux de voir ça. Il ferait sa première mondiale au Festival de Fantasia avec ça. Puis sinon, j'ai vu qu'il y aurait la première mondiale aussi d'un documentaire sur le groupe Voivode, qui est un groupe de métal de renommée internationale, mais qui est aussi un groupe de jonquières. Donc, c'est nos fiertés locales. Le fer de lance du métal québécois, c'est un groupe qui a 40 ans de carrière déjà. Puis, il y a un documentaire là, avec... ça sera des Talking Heads probablement, mais de beaucoup de gens de la communauté métal mondiale qui saura les reconnaître comme les précurseurs qu'ils sont. Fait que il y a au moins ça. Puis, sérieux, allez checker sur le site de Fantasia déjà les choses qui sont annoncées, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de... Évidemment, des films très d'horreur ou de genre, mais de partout à travers le monde, là, beaucoup de trucs japonais et coréens, mais j'ai aussi vu des Argentins, des Espagnols et un Estonien même.
Génial. Je sais que c'est la première vague, là, il va y en avoir d'autres. Fait que c'est pas tous les films qui ont été annoncés pour l'instant. Là. Non, mais ça avait l'air d'une première. Tu sais, comme déjà, je lisais un peu, puis j'étais comme, OK, j'ai déjà le goût de tout voir. T'as-tu déjà pris des notes à savoir ce que tu allais voir? Non, je fais tout le temps l'exercice de. Je m'achète le catalogue. Là, ouais. Comme des personnes, le catalogue papier. Là, ouais. Là j'essaye de tout le lire en genre 2 jours parce que les billets sont en vente 2 jours après d'habitude. Ils sortent tout le temps le catalogue super à la dernière minute. Puis là, de me prendre des petites notes sur l'horaire en journal, là, puis ça. Puis là, ça, je pourrais-tu aller? Ah non, il est en même temps que l'autre. Bon. C'est ça. J'ai hâte de faire ça. Tu me diras tes sélections. Tu me diras tes sélections. Je parlais il n'y a pas si longtemps là, avec Yannick, Laurent, des X-Men, puis peut-être d'un regain d'intérêt pour le super-héros avec les films de DC. Je sais que toi, tu n'es pas tant fan de DC, mais quoique... Peut-être que tu n'auras pas le choix d'en écouter. Hein? Il va y avoir juste ça. Mais donc, tu sais, il y a un certain manque d'originalité. C'est une des critiques qu'il y a souvent par rapport au film de Marvel qu'il y a en ce moment. Puis, il y a eu une annonce, là, il y a plusieurs semaines de ça, qu'il allait avoir un film des Fantastic Four. Ça allait se passer dans les années 60. Prédit par notre... Comme vous voulez. Oui, c'est ça. Ça prédit par toi, puis je pense Simon Chénier qui voulait absolument que ça se passe dans cette période-là. Puis il y a eu une couple d'annonces dans les dernières semaines concernant la distribution qui ne cesse de grossir. Donc, une qui a eu lieu le 2 mai, puis j'en avais pas parlé, mais que Paul Walter Hausen allait rejoindre la distribution. Il n'y a pas de confirmation à savoir qui va jouer. Est-ce qu'il va jouer la voix du robot? Va-tu jouer un Mole Man? Ça reste à voir. Le 9 mai, donc une semaine plus tard, on a appris que John Malkovich allait également rejoindre la distribution de Fantastic Four. Et la même journée, on a Ralph Ineson qui va incarner le dévoreur de monde, ton personnage préféré. Déjà dans le premier film. Exactement, il est là. En tout cas, moi, oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est lui l'ennemi principal, mais on le mentionne. Il est présent dans le film. Donc, mon niveau d'excitation vient de jumper vraiment fort. Je le vois, le meter vient d'aller dans le rouge, là. donc, Walter Hausen, Malkovich et Ineson rejoignent déjà la distribution qui est composée de Pedro Pascal, qui va jouer Reed Richard, Mr. Fantastic, Vanessa Kirby, qui joue Sue Storm, Invisible Woman, Joseph Quinn, qui joue Johnny Storm, Human Torch, et Ebon Moss-Bacharach, qui joue Ben Grimm. Et on a bien sûr Julia Garner, qui a déjà été annoncée comme The Silver Surfer. C'est réalisé par Matt Shakman, et ça sortira bien sûr le 25 juillet 2025. Donc c'est quand même un petit bout encore, là. Mais c'est un des rares films de Marvel qui me titille plus que les autres, je te dirais. À part Deadpool qui s'en vient, qui m'intéresse. J'avais aussi Craven. Ouais, j'ai dit... ouais. Joyeux Craven, les amis, ça Noël. Ça sort quand, ça? Ça sort dans le temps des fêtes. Tu viens dessus? Non, joyeux Christmas, les amis. Oh, il va y avoir beaucoup de Craven sous le sapin cette année-là. Hein? C'est un peu, je vais vérifier tout ça direct là. Parce que ça me surprend, il me semble que j'ai vu une bande-annonce il n'y a pas si longtemps. Hey, j'ai écouté Madame Wed récemment, là. Ben oui, j'avais entendu... je veux dire, t'as un cerveau puis tu respires. Ben, j'avais pas le choix. Mais écoute, je pensais que les gens étaient de mauvaise foi. Tabarnak! Ah ouais, hein? Ah, c'est épouvantable. Il était de foi correct, finalement. Oui, finalement, mon foi était correct. C'est le film qui est dégueulasse. Donc, j'avais oublié qu'il y avait déjà un Silver Surfer de casté. J'étais comme, ah oui, John Malkovich a exactement la bonne forme de tête pour faire le Silver Surfer. Qu'est-ce qu'il fera? Non, c'est une femme qui va incarner le Silver Surfer. Oui, j'avais oublié déjà. C'est ça. T'as-tu été capable de 13 décembre 2024, les amis. Mettez ça à votre agenda. Ben oui, achetez vos billets tout de suite. Là. Est-ce que ça sera déjà la dernière chasse de Craven? Tu penses-tu? Ben, ça va être sa première chasse à tout le monde. Sa première et sa dernière, probablement. On va voir sa première chasse dans le film. Mais sais-tu quoi? Je suis prêt à gager que peu importe ce qui arrive dans ce film-là, ça va être sa dernière chasse. Ouais. C'est plate à dire, hein, parce que j'haïs ça, habituellement, ce genre de cynisme-là, mais tous les films que Sony a fait de super-héros basés sur des personnages de Spider-Man dans lesquels il n'y a pas Spider-Man sont infects. C'est des films de 97 faits en 2024. Ça ne fait pas de sens. Les Venom sont pas si pires, là, mais tu sais, je descends pas dans la rue pour défendre Venom, par exemple. Non, c'est ça. Genre, si quelqu'un est en train de kicker Venom à terre, là, écrasé dans la rue, tu vas pas te dire, oui, mais en fait, ok, non, c'est beau. Je vais faire comme Eddie Brock, reporter, et poser les grosses questions aux autorités, comme, hey, arrête. Il est un très bon reporter là-dedans.
Oui, il y avait un sens oublié éthique. que c'était ça. C'était ça qu'il faisait. Hein? Oui, c'est vrai, c'est ça qu'il fait. On va y aller avec toi, Yannick. Regarde, moi je vais vous parler de... comme ça arrive souvent lorsque je fais mon passage ici, Yes. je vais vous parler de Doctor Who, car la nouvelle saison a commencé ce vendredi sur Disney+, et samedi en Angleterre. C'est la nouvelle saison qui, sur Disney+, est identifiée comme saison 1, parce que c'est un nouveau départ pour l'émission, et qui met en vedette Ncuti Gatwa de Sex Education, ainsi que de Barbie, et Millie Gibson dans le rôle de Ruby Sunday, qui est l'assistante, la compagnon du nouveau docteur. Ils ont sorti 2 épisodes. Ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que c'est le retour de Russell T Davies, c'est lui qui a ramené l'émission en 2005. Et puis là, c'est intéressant, parce que moi, j'étais un gros fan de Doctor Who, mais c'est aussi un fan de Russell T Davies. Puis là, je trouvais ça intéressant de voir comment il décide de recréer l'émission pour un public de maintenant, un public, tu sais, jeunesse familiale, puis qu'est-ce qui change de l'émission ou non. Puis il a fait les 2 premiers épisodes sont vraiment coco banane, je dirais. C'est le terme scientifique, je pense. Hein? Oui, comme le premier traite d'une station spatiale qui est entièrement gérée par des bébés dans l'espace, qui sont... je suis curieux. Sont super intelligents, alors ils doivent dealer avec avec les... Puis ça, ils arrivent sur une satellite, puis c'est entièrement des bébés dans des genres de poussettes mécaniques qui se promènent, puis qui se demandent où sont leurs parents. Puis aussitôt qu'ils voient comme 2 adultes, le docteur et les sont comme papa, maman, puis là, des foleries s'en suivent. Et par la suite, dans le deuxième épisode, qui s'appelle The Devil's Cord, on rentre dans un le nouveau territoire de Doctor Who, c'est que dans les specials du 60e, le docteur a fait face à un adversaire qui venait essentiellement comme d'une autre réalité, d'une autre dimension, qui faisait que les lois de la physique ne s'appliquaient pas à eux autres. Fait que là, le docteur, il y a un nouveau line-up d'ennemis qui sont un peu comme le méchant de Superman, Mixias Pitolik. Oh! Qui vient de la 5e dimension. Fait qu'il des méchants qui sont comme un peu métaphysiques, que tu peux pas battre avec de la science ou de la science-fiction traditionnelle. C'est comme un nouveau genre d'ennemi pour le docteur. Puis aussi un nouveau genre de menace. Puis dans cet épisode-là, il y a comme un genre d'entité qui représente la musique qui s'appelle la maestro, qui décide de voler le concept de la musique. Et lorsqu'on arrive dans l'épisode, le docteur et Ruby arrivent en 1963, puis ils disent on va à Abbey Road, puis on va aller voir les Beatles. Puis là, ils arrivent pour les voir jouer de la musique, puis ils jouent des tunes de chiasse comme qui n'existent pas, avec des paroles terribles. Puis là, ils sont comme, ben voyons, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant comment que l'émission est faite, comme je vois beaucoup de monde aimer ça, beaucoup de monde pas aimer ça, mais de voir que le show prend des grosses envolées très camp. C'est ça que j'allais te demander. Au niveau du ton, tu sembles dire que c'est plus familial, c'est plus humoristique, si je comprends bien? Ben, c'est ça, c'est plus camp d'une façon que, tu sais, il y en a tout le temps eu dans Doctor Who, ce genre de charme bien équivalent, un peu budget, mais ambitieux de science-fiction, puis il y a des épisodes qui étaient comme plus sérieux. Là, c'est vraiment dans des affaires plus wild et émotionnelles, parce que aussi, c'est comme Ncuti Gatwa dans le rôle du docteur, tu sais, il est vraiment bon, mais il est le premier aussi à jouer un docteur vraiment plus émotionnel. Puis j'ai lu des entrevues avec Russell T Davies qui disaient comme « Ah, moi je pense qu'un héros pour des enfants maintenant, c'est moins cool des héros masculins qui montrent pas leurs émotions. » Il dit « J'ai l'impression qu'une version moderne de ça, faut qu'il soit, qu'il se déclare plus, puis qu'il n'ait pas l'air comme trop cool ou trop renfermé. » Puis Ncuti Gatwa, il joue vraiment bien ça. Puis justement, à date aussi, ben, il y a des méchants très exubérants qui matchent cette énergie-là. Je sais, je vois que c'est un peu... Ça divise un peu les gens, mais en même temps, la richesse de l'émission, c'est que le genre change à chaque épisode. Puis la semaine prochaine, ça va être un épisode en fait, cette semaine, un épisode de Steven Moffat, qui est un des grands writers de l'émission. Qui n'avait pas été showrunner aussi pendant un moment. Oui, qui a runné l'émission pendant 3-4 saisons, qui semble être un de ces épisodes concept où le docteur va être sur un champ de bataille dans le futur, il va piler sur une mine,
et il reste sur la mine tout l'épisode. Fait que ça va soit se passer en real time, où il va avoir des backflips narratifs pour aller avec ce concept-là. Puis ça, j'ai vraiment hâte de voir de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Aussi, un peu comme Davies, là, il a runné le show pendant un bout, il a arrêté pendant une couple d'années, puis là, il revient un peu avec le couteau entre les dents. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Mais en attendant, j'ai beaucoup aimé. Si vous êtes curieux d'essayer Doctor Who, puis vous avez des idées plus, il y a les specials de l'an passé puis la nouvelle saison qui sont là. C'est plus varié et folichon, mais moi j'ai beaucoup aimé ça. Alors, mais je le recommande. Ce qui me déçoit, Yannick, de ce que tu me dis, c'est que c'est présenté comme la saison 1, donc les saisons précédentes, là, je parle de ceux à partir que la série a été relancée en 2005, elles ne sont pas présentes sur Disney+. Parce qu'on se posait la question pendant un moment là, si ça allait se retrouver là quand la franchise allait être prise par Disney en Amérique du Nord. Ça semble pas être le cas. Pas à date. Pas à date. Moi, je pense que si ça devenait un gros hit pour Disney+, je pense qu'ils achèteraient peut-être la licence globale pour. Mais en attendant, comme tu sais, je pense qu'ils sont sur Prime puis que la série classique est sur Tubi, mon merveilleux Tubi. Oui. Mais non, pour le moment, là, ils recommencent un peu. Pas à zéro, parce que tu sais, même dans le deuxième épisode, ça se passe en 1963, où Doctor Who a commencé en 1963. Fait que là, tu sais, Ncuti Gatwa, il est sur un toit, puis là, il dit « Ah, tu sais, je vivais... En ce moment, je vis là-bas avec ma petite fille, puis ça fait pas longtemps que le TARDIS est arrivé sur Terre. Fait que je pars là-bas, mais tu sais, peut pas aller le visiter. C'est potentiellement trop dangereux pour les timelines. C'est ce qu'on dit. Il faut pas croiser sa timeline jusqu'à temps qu'il y ait un special qui le permet, là, parce que c'est ça qui arrive habituellement. Exactement. Fait que tu sais, c'est un nouveau départ, mais en même temps, il y a full de références à l'ancien show puis des affaires comme ça. C'est juste que c'est bien livré, fait que c'est pas rebutant. Là. Ouais, c'est ce que j'aime de Doctor Who. C'est pas la première fois. Je sais que quand Moffat puis Smith a pris le rôle, il y a eu un genre de soft reboot également. T'sais, c'était pas un gros hard reboot. Là, on était dans le même univers, mais au niveau des références, c'était pas exactement pareil. Puis le ton a aussi changé. Puis c'est une franchise qui le permet. C'est ce que j'aime de Doctor Who. Non seulement on change d'acteur principal parce qu'on permet par le biais, l'excuse narrative de changer d'acteur. Hein, c'est le docteur qui se régénère. Mais aussi, on peut explorer des nouvelles idées puis changer de ton. Puis c'est permis. La série le permet. C'est ça qui est le fun. Merci beaucoup, Yannick. Toi, vas-y donc, mon cher Laurent. Avez-vous déjà parlé de Michelle Yeoh? Non, pas d'aujourd'hui. Si tu parles de la nouvelle, on a déjà parlé d'elle, mais de la nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Oui, mais avant mon arrivée, je voulais dire. Non. C'est parce que c'est Variety. C'est difficile à dire, hein? Variety. Hey, je suis pas capable. À chaque fois, je me dis, ça va bien aller aujourd'hui. Non, même affaire. Là, tu vois? T'as même parlé que moi. En fait, j'ai vu la nouvelle par IGN qui rapportait la nouvelle de l'autre site, au nom pas disable, mais IGN, c'est plus facile, fait que je vais citer eux. Dans ta face. C'est ça, vous ferez ça. Qui annonce qu'il y a une série de Blade Runner qui a été annoncée le genre 2 ans, il me semble déjà, qui va s'appeler Blade Runner 2099, qui fera suite au film de Ridley Scott ainsi qu'au film de Denis Villeneuve. Tout ça dans le même univers, mais 50 ans plus tard que le film de Denis Villeneuve. Qui sera sur Prime Video, puis on a annoncé cette semaine que le lead était casté et qu'il sera joué par Michelle Yeoh, qui est... ça, c'est cool. Oui. Que la cote depuis Everything Everywhere All at Once. Ouais, ben, puis là, je suis très content que cette madame-là, que j'aimais déjà beaucoup, un second souffle à sa carrière grâce à ce très bon film. Fait que je suis très... je suis quand même intrigué parce que ça suppose, on sait pas grand-chose, on sait qu'elle aura le rôle d'un répliquant en fin de vie. OK. Donc... on sait que d'habitude, les répliquants, en tout cas dans le film d'origine, ont une durée de vie de genre 4 ans. 4 ans, oui. Il me semble, avant d'être... mis à la poubelle. Finalement, ils ont la vie mort, mais désactivé. Ils ont la durée de vie d'un iPhone. Oui, à peu près. Il n'y a pas de date de sortie encore. Par contre, on sait déjà que le réalisateur de la série qui a la cote en ce moment, Shogun, le réalisateur Jonathan Van Tulleken réalisera et produira les 2 premiers épisodes de la série. Donc, voilà, j'ai pas vu Shogun, mais en tout cas, je suis 3 épisodes que les gens...
Ouais. Et c'est très bon. J'aime beaucoup ça. Très bon. Ouais. Qui était un remake d'une série des années 70, hein, je pense bien. C'était une mini-série des années 80 qui est adaptée d'un livre. D'un livre, ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense que la nouvelle série, de ce que je comprends, est plus proche du livre parce que la série des années 80, ça se voulait que tu suivais plus le personnage de Richard Chamberlain. Bref, le lead blanc, tu suivais plus lui, tandis que dans la version de FX, il est juste un des personnages parmi tant d'autres, puis tu vois vraiment plus at large les différentes coulisses de pouvoir, de corridors de pouvoir, pardon, de l'Empire du Japon, c'était pas clair. Ouais, intéressant. Hey, juste Laurent, avant qu'on passe à une autre nouvelle, est-ce que tu as remarqué si ont mentionné sur quelle plateforme ça allait être disponible? Oui, c'est Prime Video qui est derrière ça, fait que voilà. Ils ont mis la main dessus. Excellent. Moi, j'ai une petite nouvelle rapidos, j'avais pas le choix parce que moi, à chaque semaine, je parle au moins une fois de Star Trek. Et là, il y a une nouvelle genre plus ou moins liée à Star Trek, mais William Shatner a sorti un documentaire sur sa vie à South by Southwest. Il fait la tournée de promotion pour son documentaire qui s'appelle You Can Call Me Bill. Et la semaine dernière, il faisait la promotion de son film devant la presse canadienne. William Shatner, qui est quand même encore actif à 93 ans. D'ailleurs, à partir, il est allé récemment au podcast, au vidcast de Neil deGrasse Tyson. Et les deux hommes ont une conversation incroyable. Ils se connaissent dans la vie et ils ont une correspondance, disons, sporadique, mais ils s'apprécient les deux, puis c'est vraiment intéressant. Tu vois, avec William Shatner, on dit beaucoup de choses sur lui, mais c'est un homme excessivement curieux. Tout le monde qui l'ont vu en congrès dit qu'il est toujours le nez dans un livre, tout en train de lire ou à s'intéresser, à poser des questions. Et ça paraît dans cet échange-là avec Neil deGrasse Tyson. Tout ça pour dire qu'il a présenté son film. Et là, bien sûr, il a émis des conditions comme ça. Il a dit, écoutez, moi, je suis prêt à reprendre le rôle qui m'a rendu célèbre, là, James T. Kirk, quoi qu'il est mort dans Star Trek Generation, mais à deux conditions. D'un, il ne faut pas que ce soit un caméo, il faut que ce soit un rôle à part entière. Et de deux, il faut qu'on puisse me rajeunir avec la technologie de DH, comme on dit, parce qu'il est quand même rendu assez vieux, 93 ans. Donc, mais il est ouvert à la question. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas la première fois que Shatner a émis l'intérêt de revenir dans la franchise de Star Trek. Il l'a fait notamment à travers une série de livres qui ne sont malheureusement plus disponibles, où Shatner était un des co-auteurs avec Greenfield Reeves Stevens et Judith Reeves Stevens. Ça s'appelle The Return. Ça se passe après Star Trek Generation et William Shatner, ou plutôt son personnage, James T. Kirk, est ramené à la vie avec la technologie. Puis donc, Shatner, devant la presse, a un peu émis... Ils ont proposé la même prémisse pour le ramener dans la franchise. Si vous avez écouté la dernière saison de Star Trek Picard, il y a un gros clin d'œil par rapport à ça. Donc, je ne serais pas surpris que ça se fasse avec ou sans Shatner, quitte à le recaster avec un nouvel acteur. Ça a été fait d'ailleurs récemment dans Star Trek Strange New World. Qu'est-ce que tu penses du Kirk de Strange New World? Je l'aime beaucoup. Je reconnais Shatner dans son jeu. En même temps, il ne fait pas une imitation. L'épisode où il est très présent, je ne sais pas si tu t'es tapé la série au complet, mais il y a un épisode où il est très présent, puis on reprend la prémisse d'un épisode célèbre de la Original Series, d'éclairage, de la façon qu'il se tient. J'ai l'impression de voir un jeune Shatner. Reste que Shatner est Shatner. Tu ne peux pas le remplacer complètement, tu ne peux que le succéder. Mais j'aime bien le gars qui l'incarne. Je pense que je l'aime même mieux que Chris Pine. Quoique j'aime bien Chris Pine, qui l'a incarné dans les films de J.J. Abrams. Mais il est bien. Il est quand même pas pire. Tu te trouves comment? Moi, je l'ai trouvé vraiment cool, mais je l'ai trouvé vraiment bien. Mais tu sais, j'ai pas le Star Trek infusé comme toi, fait que j'étais curieux de savoir ton opinion. Puis d'ailleurs aussi, parlant de Star Trek, justement dans le premier épisode de Doctor Who de cette semaine, quand il utilise le TARDIS pour la première fois, il change de place, puis là, Ruby a dit au docteur, aïe, on s'est téléporté comme dans Star Trek, puis le docteur il répond, ouais, il va falloir qu'on aille les voir eux autres à un moment donné. Holy shit! Wow, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Parce que c'est comme, clairement, ça existe comme fiction dans le monde de Doctor Who, mais le docteur dit que c'est possible de visiter des personnages fictifs qui existent quelque part. Mais là, ils viennent d'ouvrir la porte des univers parallèles. Fait que peut-être que ça va être... Je sais qu'il y a déjà eu des crossovers en comic book. Il y a eu un crossover un peu rigolo. On en avait parlé à l'émission. C'est un crossover Doctor Who puis Star Trek The Next Generation. Puis c'est spécial. C'est un peu... Bon, c'est comme ben les crossovers, ça fonctionne pas tout le temps.
Foreshadowing. Ouais. Mais ouais, ça serait le fun, ça. Si les autres sont down, moi, je veux voir cette Russell T. Davies, il a dit il dit ça fait des années que je regarde Star Trek avec envie de comment ils déclinent leur affaire à la télévision de différents shows, puis différents shows animés, des affaires comme ça. Fait que ouais, j'aimerais vraiment ça, voir ça, moi aussi. Fait que le docteur a lancé ça dans les terres. C'est peut-être possible. On va y aller. Il est occupé, William, en ce moment. Il est sorti un nouvel album encore il y a 2 mois. Ah ouais, un album de chansons pour enfants. Ça s'appelle Where Will the Animals Sleep? Song for Kids and Other Living Things. Qui a toute qu'une pochette probablement faite en AI, mais où il y a un peu un Jésus entouré d'enfants et d'animaux en train de... Ben, comme il se doit, hein? C'est William Shatner. Voilà, je ne l'ai pas entendu, c'est probablement... Ben, c'est du spoken word. Quelque chose. Shatner ne chante pas dans ses albums, là. Il parle, puis on rajoute de la musique en arrière. Ouais. Mais il est super. Je pense que si tu fais du spoken word pour enfants, ça devient une comptine. Ah, mais tu vois, c'est comme ça qu'il a trouvé loophole. Oui, pour vrai, il y a un de ses albums, son album de 68 qui s'appelle The Transform Man, que j'aime vraiment beaucoup de façon non ironique. Aux grandes dames de tout le monde à qui j'ai essayé de le faire écouter dans ma vie. Là. Ah, ben, mais écouter, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai jamais écouté cet album-là. Ouais, ben c'est comme... c'est comme Shatner qui récite du Shakespeare, mais en chantant aussi Lucy in the Sky with Diamonds sur des bruits d'espace et de la musique symphonique. En tout cas, c'est No More. Faut s'accrocher, mais c'est toute qu'une expérience. J'adore cet album. Ils ont tous fait au moins un album. Je sais que le gars qui jouait, Brent Spiner, qui a incarné Data, a fait un album jazz où il chante un peu à la manière de Data. C'est lui en Data sur la pochette. Il faut qu'il gratte pour aller chercher Leonard Nimoy aussi. Il n'y avait pas une chanson de Bilbo Baggins? Ouais, il a fait une tune de Bilbo Baggins. Ils ont tous fait des trucs parallèles après leur carrière dans Star Trek. Tu sais, c'est pas... Je pense qu'aujourd'hui, tu as une carrière en science-fiction, tu risques d'avoir une job à TV ou au cinéma. Mais à l'époque, tu étais campé dans un rôle, puis tu étais associé à un genre, puis c'était très difficile de t'en départir. Fait qu'il fallait que tu... C'est sûr que tu grattes un peu pour faire ta job. Le moule. Exactement, c'est ça. Tu ne pouvais pas faire de podcast. Bon, ils ne pouvaient pas en faire dans le temps. Maintenant, ils peuvent. Ils ont tous des podcasts. Toute la gang. La gang qui faisait Voyager ont des podcasts. La gang qui faisait... Étrangement, le meilleur podcast sur Star Trek, c'est la gang qui faisait la pire série de Star Trek. C'est la gang d'Enterprise. C'est super bon. Ils reçoivent des acteurs des autres franchises, puis ils ont des très, 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 très bonnes conversations. Ça s'appelle le Shutterpod Podcast, pour les gens qui s'intéressent. Puis, c'est ça, je voulais dire. Shatner, tu disais qu'il n'arrête pas. Ben, récemment, il y a environ 2 ans de ça, il était dans l'espace. Puis il a vu la Terre, il a été envoyé dans la fameuse roquette de Jeff Bezos. Puis ça a été comme une expérience excessivement triste pour lui, parce qu'il a vu la finalité de toute chose. C'est comme ça qu'il l'a décrit, genre, un peu la fragilité de toute vie, et il est revenu très, très chamboulé. Si ça vous intéresse, il y a le vidéo de retour sur Terre où il est accueilli par Bezos qui veut... Shatner est en train de se livrer le cœur, en train de dire à quel point la planète est fragile, puis tout ça, il faut faire attention, puis la chérir, puis il l'empêche, il arrête de parler pour récupérer, pour ouvrir une bouteille de champagne. S'il n'y a pas un élément plus parlant dans cet événement-là, je ne sais pas ce qu'il y en est. C'est assez le fun. À toi, Laurent, qu'est-ce qui te restait? Juste une toute petite nouvelle qui a été annoncée cette semaine de la part de Post Canada. Ça n'arrive pas souvent. Non. Comme quoi, il émettait un nouveau set de timbres. Saviez-vous qu'il existe encore des timbres, les gars? Moi, j'attends encore mon Blue Nose. Mais... Ah ouais, il s'en vient. Il fait le tour du monde. Oui. Mais oui, un set de 4 timbres canadiens mettant en vedette des auteurs de bande dessinée de DC. C'est-à-dire... De DC ou de DC? Non, DC, le lieu, ici. Ici. Donc, Chester Brown, Michel Rabagliati, Seth et Gillian Tamaki, qui est l'autrice d'ailleurs qui est derrière l'affiche du FBDM de cette année. Non, donc, ouais, c'est comme une petite façon de célébrer ces gens qui ont fait rayonner le 9e art à travers le monde. Et puis là, chacun a dessiné comme un dessin se mettant en scène ou mettant en scène un de ses personnages différents. Un dessin original. Je pense pas qu'il y ait eu de BD sur les thèmes canadiens depuis le fameux set de 1995 où on célébrait des créations de vraiment plus vieux comiques canadiens, c'est-à-dire celui qui mettait en vedette Superman, Johnny
Captain Canuck et Fleur de Lys, qu'on a toutes vues, et ça, on s'est dit, je connais Superman, qui sont ces autres gens? Ouais, Voilà. 95. Bon, tu vas-tu l'acheter? Moi, j'ai un feeling que tu collectionnais des thèmes quand tu étais jeune, toi. Je sais pas qu'est-ce qui te fait dire Pour vrai, ça. là, je me souviens pas que tu m'as dit ça, mais j'ai l'impression que tu collectionnais des thèmes. Je collectionnais pas juste les thèmes. J'étais le gars qui rachetait les collections de ses amis qui collectionnaient plus les thèmes. Wow. T'étais deep, Genre... là. T'étais profond, là. J'allais genre à la boutique au marché philatélique de Montréal sur la rue Bélanger. Là. Oh as-tu encore ça dans ta vie? T'as-tu ça dans des cartons? Ouais, bonne question. J'ai voulu m'en débarrasser à mon avant-dernier déménagement en me disant ça fait genre depuis toute ma vie adulte que je barouette ça pour rien dans une grosse boîte. Puis mon père a décidé que non, moi ça m'intéresse, je suis à la retraite maintenant, je vais m'y réintéresser. Donc ça dort dans une boîte qui n'est pas ouverte depuis, mais chez eux plutôt que chez nous. Fait que finalement, Papa Boutin, c'était son long con. Ouais, ben oui, mais je veux dire, en même temps, je pense que il m'a vu, genre, jeune, travailler là-dessus très fort pendant vraiment longtemps. Je pense qu'il était comme... Ben, pour vrai, j'avais plusieurs gros cartables. Mettons, je ne sais pas en termes d'unité de thème combien ça faisait, mais plusieurs gros cartables. Ouais. Ah oui, j'avais beaucoup d'amis. Beaucoup de petites blondes. Oui, des petites blondes. Je pense que Yannick, il te reste ta nouvelle par rapport à Absolute Power du côté de DC. Ben oui, je voulais parler qu'il y a le crossover de DC Comics de cet été qui va, je pense, lancer DC dans un nouveau mouvement, une nouvelle initiative d'édition qui va s'appeler Absolute DC. Va commencer avec Absolute Power qui a été présenté. Il y a eu un premier chapitre dans le comic de DC du Free Comic Book Day que j'ai lu cette semaine. Regarde, moi, l'affaire principale qui m'intéresse par ça, c'est que c'est un crossover qui est chapeauté par Mark Waid, qui est un des grands writers de comic book de super-héros des années 90 et des années 2000 aussi, qui a juste comme un peu été comme genre exilé de DC pendant la run éditoriale de Dan Didio. Puis moi, je trouve que c'est straight up une mauvaise idée parce que je trouve que lui, il est comme une ressource. Il est un de ces routiers-là qui est toujours capable de tirer des choses intéressantes de ces personnages-là classiques. Que, tu sais, c'est pas quelqu'un qui va... il a inventé une bonne poignée de personnages originaux, mais c'est plus quelqu'un qui c'est sa force que amène-y 7 personnages, vieux personnages, puis là, il va spinner quelque chose avec ça, puis il va créer de la nouveauté dans ces vieux bonhommes-là. Fait que là, je trouve ça le fun qu'il se fasse donner un crossover à écrire puis à gérer lui-même. Puis c'est un truc qui s'appelle Absolute Power, que c'est une prémisse où Amanda Waller se crée une armée plus grosse que jamais de super-vilains pour finalement comme arrêter les super-héros et leur enlever leur pouvoir. Et... c'est aussi dessiné par Dan Mora, qui est comme pour moi la face de DC en ce moment. Quand il redesign un nouveau personnage, c'est Dan Mora qui redesign un goût moderne. C'est lui. C'est avec lui qu'il suit Mark Waid sur World's Finest ainsi que Shazam. Fait qu'il est très prolifique aussi. Puis je trouve qu'il dessine vraiment la version iconique, moderne de ces personnages-là. C'est lui qui a comme designé beaucoup le look des Power Rangers quand c'était sur Boom. Chez Boom Studio oui. Fait qu'il redesign. Tu sais, il y a vraiment comme un œil classico-design, puis aussi un dynamisme très années 90 aussi dans ses pages. Rappelle-donc le nom de ce gars-là, excuse-moi, j'ai comme... Dan Mora. Oui. OK, oui. Fait que ça, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Puis, c'est ça, ensemble, ils vont écrire ce crossover-là, ils vont produire ce crossover-là, et ça, je trouve ça très excitant que une opération du genre, soit comme tirée par, en ce qui me concerne, voici des créateurs qui m'intéressent, puis c'est eux autres qu'on leur donne la POC, tu sais, versus de voici un gros crossover qui va tout changer ou blablabla, ce qui va arriver aussi, entre guillemets, mais là, en attendant, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose que je vais relire un an après l'avoir lu, comparé à beaucoup d'autres de ces méga événements comme ça. Fait que ça, le premier chapitre, c'était dans le Free Comic Book Day.
que je pense qu'il est disponible aussi plus facilement sur Internet maintenant que la journée passée. La journée passée. Puis, tu sais, c'est du bon comique. J'ai hâte de voir pour la suite. Alors, je voulais juste mentionner ça. Là, j'ai une question pour toi parce que tu disais que Mark Waid avait été tassé de DC dans le temps du règne de Dan DiDio, qui a été là pendant très, très, très longtemps. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait un conflit entre les deux ou c'est juste qu'au niveau de la vision éditoriale, ça marchait pas? Je pense que ça me semble être 50-50 des deux. Je pense que ce que Dan DiDio voulait faire, ça l'intéressait pas pantoute. Puis on dirait qu'il y avait des démêlés entre les deux. Je pense que ça devait être des pensées philosophiques différentes, quoi que ce soit. Puis, je me rappelle dans le temps, quand que, Mark Waid était sur Twitter, il parlait d'avoir vu Man of Steel en avance, puis ça a été arrangé par Dan DiDio, puis il était comme, on s'entend pas bien, mais le film avait de mes affaires dedans, fait qu'il s'est arrangé pour que je puisse le voir. Fait que, je suis reconnaissant pour ça, mais en même temps aussi, il avait dit que il avait été foudroyé pendant ce film-là. Ça, c'est avant qu'on sache que c'était un film qui se terminait par Superman qui tuait ses adversaires. Mais bref, c'est ça, ils ont eu des conflits, puis, peut-être que c'est aussi niaiseux que juste comme il a tassé Wally West puis il a ramené Barry Allen alors que j'ai recréé Wally West de toutes pièces pendant que j'étais là. Je penserais pas, là. Ça me surprendrait. Il a de l'air plus cool puis plus compréhensif de la business que ça. Mais bref, maintenant il est de retour chez DC puis tant mieux selon moi. Puis ça, Absolute Power, ça n'a rien à voir avec ce que tu avais parlé la dernière fois. Tu nous parlais de Absolute qui est un projet tierce qui était gouverné ou géré plutôt par Zack Snyder. Là, on n'est pas... ou Scott Snyder, pardon. Je pense que c'est... L'adjectif Absolute va être pour DC ce que Ultimate est pour Marvel. Mm-hmm. Alors, je pense que... peut-être que ce crossover-là s'appelait autre chose. Puis là, ils se sont dit comme... On lance une bébite qui s'appelle Absolute cet automne. Fait que le crossover va s'appeler Absolute quelque chose pour créer davantage de hype. Là. OK. Mais le truc avec Snyder, t'es confirmé? Vaguement, ouais. Parce que j'ai vu, t'en avais parlé, c'était au stade de rumeur, puis je pense que le lendemain que t'en avais parlé à l'émission, il y avait comme une nouvelle à l'effet que Snyder revenait avec un truc qui s'appelait Absolute. C'était un petit peu opaque, là. On savait pas trop de quoi il s'agissait encore. Là. Ouais, on le sait pas encore, mais regarde, ça va être annoncé en temps et lieu. Je l'espère. Ben également, ben oui. Il te reste un dernier truc, toi, Laurent, parce que moi j'ai passé au travers de mes affaires. Ouais, moi aussi. Excellent. Ben, on a fait le tour. De toute façon, on a une belle BD à parler en fin d'émission. Puis je sais qu'on a le goût de parler de singes. Là. On est full excités. La question de la semaine, si je vais vous demander si vous laissez un speak pipe à cet effet, êtes-vous encore excité par les events comme Absolute Power décrit judicieusement par notre ami Yannick Belzil? Êtes-vous excité par ce genre d'événements-là? Est-ce que vous êtes tanné des events? Il y a des périodes dans le comic où il y en a plus que d'autres. Des fois, il y a eu des périodes où il y en a eu moins, début des années 2000. Là, ça commence à s'accélérer de ce temps-ci. Là. Est-ce que ça existe encore ou ça vous énerve parce que vous savez que vous allez devoir dépenser pour acheter le trade et toutes les séries qui sont liées? Allez répondre à la question sur le SpeakPipe, on va vous faire jouer la semaine prochaine. En attendant, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Si vous voulez nous aider à garder la lumière allumée en échange de votre contribution, on vous offre un podcast qui s'appelle Bifurcation. Et cette semaine, vous aurez droit à notre retour, notre finalité sur le cycle des films dédiés à Ernest, cet enfant sacré du cinéma, incarné par Jim Varney, Feu Jim Varney. Donc, on a fait le dernier épisode avec notre ami Rémi Fréchette sur Ernest Goes in the Army, et c'est pas ce que vous pensez. On a été très négatif dans les derniers épisodes avec Rides Again, Goes to School, puis Slam Dunk Ernest, puis Goes to Africa. C'est peut-être... Je dis pas que c'est bon, mais c'est peut-être pas du niveau Rides Again ou Goes to Africa. Donc, au Patreon des Mystérieux Étonnants pour avoir accès au podcast, puis vous allez voir de quoi il s'agit. On a aussi enregistré un épisode dédié à John Sherry. John Sherry, c'est le réalisateur qui a fait tous les Ernest sauf un. L'autre était réalisé par Coke Sam. Donc, lui, il y a eu 2 films dans sa filmographie. Donc, on a décidé de faire un épisode dédié aux 2 derniers films de John Sherry. Ça va sortir la semaine suivante. Donc, merci à Rémi pour son temps. On a enregistré ça chez lui. D'ailleurs, on a bougé là, avec la petite console, puis on est allé faire ça chez lui. Vous avez aussi en exclusivité des épisodes de Terre humaine chez Isidore à l'avance.
ou vous aider à faire en sorte qu'on est capable de produire les Mystérieux Étonnants, mais aussi Terre Kaiju et Noël chez Isidore. Aussi, en tant que goodies, on vous offre accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est une super de belle communauté. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. Si vous ne pouvez pas nous aider financièrement, partagez le show, parlez-en. Donnez un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcasts. On est disponible d'ailleurs sur Apple Podcasts, Google Podcasts pour l'instant, mais Google Podcasts va fermer prochainement. Spotify et Amazon Music et plus de 300 des dernières archives des Mystérieux Étonnants est disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec Planet of the Apes Green Lantern. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de DC Comics, Planet of the Apes, Green Lantern, de Justin Jordan, Robbie Thompson et Bernarby Baganda, voilà. Écoutez, peut-être qu'ils veulent même pas que leur nom soit associé à la bande dessinée. Ils sont peut-être fiers. Ils sont peut-être fiers, je sais pas. Ils ont été 2 scénaristes puis un dessinateur sur le projet, donc j'imagine qu'ils le sont. C'est un petit 5-6 numéros disponible chez DC Comics. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Faire la prémisse vraiment rapidos, c'est un crossover dans la bonne tradition des crossovers de comic book. Donc, on prend 2 franchises qui ont très peu de liens en commun. On les match ensemble pour on essaye de voir si on est capable de faire des liens. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien. Donc, on est dans la période actuelle, la continuité de DC Comics et Sinestro essaye de summoner une Universal Ring. Donc, vous savez que maintenant, il y a plusieurs bagues dans l'univers des Green Lantern qui représentent tous un spectre de l'émotion et chacune de ces bagues-là est associée à une corp en particulier. On a le Green Lantern Corp, mais maintenant, il y en a plusieurs. Donc, Sinestro essaie de summoner une légendaire bague qui a été créée par les gardiens de l'univers qui semble pouvoir avoir accès à tout le spectre des émotions, donc de tous les pouvoirs. Et ça l'amène à ouvrir une brèche vers une dimension parallèle, une dimension qui existe dans une espèce de loop temporel infini, qui est en fait l'univers de Planet of the Apes, où la bague a été cachée par les Guardians il y a plusieurs années auparavant. Donc, la brèche est ouverte. Les Sinestro et Hal Jordan, Kilowog et d'autres Green Lantern sont envoyés là-bas. Et sur place, il y a un des personnages principaux de la franchise de Planet of the Apes qui met la main sur la bague, qui le rend complètement fou. Et c'est ça, c'est la mission des Green Lantern et de Hal Jordan de s'emparer de la bague, de la ramener et de sacrer son gars, finalement. C'est essentiellement l'histoire. Je ne sais pas vraiment plus la décrire, OK? Puis on va faire le tour rapidement. On va dire si on a aimé ça, puis après on va tomber dans le vif du sujet. On va commencer par notre monkeyologue préféré, notre ami Laurent Boutin. C'était pour toi que j'ai suggéré cette bande dessinée-là, Laurent? Oui. Parce qu'il y avait la partie Planet of the Apes. J'aime ça, Planet of the Apes. Oui. Il n'y en avait pas beaucoup dans cette BD-là. Il y en avait quand même. Au final. Correct. J'ai trouvé que c'était surtout une BD de Green Lantern ou de Lantern, overall. Oui. Puis j'ai pas compris grand-chose. Oui. OK, bien écrit. Puis c'était laid. Oui, c'est ça, je te le donne. Voilà. Yannick, toi, qu'est-ce qu'on a pensé rapidement? J'ai trouvé ça très pauvre. Tu sais, regarde, Laurent a dit que c'était laid. Moi, je dirais que c'est surtout garoché. Tu sais, j'ai l'impression que si tu me dis que les gens impliqués là-dedans ont dû produire ça très rapidement, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris. Puis c'est ça, j'ai aussi trouvé ça comme pas vraiment le fun. Habituellement, je pense que tu sais, un aspect qui fonctionne de des crossovers comme ça, c'est que si tu connais juste un côté de la franchise, tu te fais présenter l'autre, puis tu vois ce qui est le fun ou intéressant avec cette franchise-là. Ouais. Puis je pense pas que c'est deux... Il n'y a aucun bord qui est bien servi par cette idée-là. Qui est convaincu. Ouais, j'avoue. Hein, Ouais, je vous rejoins là-dessus. Écoutez, c'est pas une lecture que j'ai particulièrement appréciée. J'ai essayé de trouver des points là, où j'allais comme être... Je suis tout le temps curieux de voir quand tu combines deux franchises, qu'est-ce qui en ressort, puis les liens que les auteurs ont réussi à faire. Puis ça a été assez difficile pour ce crossover-là. Quoique je pense qu'il y avait une bonne histoire dans tout ça, mais malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de l'amener, de la créer, de l'amener de l'avant, puis d'en faire un produit qui était assez intéressant.
Moi, je suis plus familier par l'histoire des Green Lantern. Je suis pas à jour. Je sais pas trop ce qui se passe dans l'univers actuel, mais toute l'idée des différentes corps, des différents aspects de l'émotion, les personnages que ça implique, puis les pouvoirs, puis tout ça, j'étais au courant. Fait que j'étais pas complètement dépaysagé en lisant la bande dessinée, mais je connaissais pas l'intérêt de Yannick pour les Green Lantern. Puis je connaissais pas toi non plus, Laurent, ce que tu savais sur l'univers des Green Lantern. Donc, je peux juste imaginer que ne sachant fuck all là-dessus, à quel point ça devait être déconcertant. Je dois dire que je sais à peu près fuck all là-dessus, là, dans le sens que je sais que le gars s'appelle Hal Jordan, que ça vient avec une bague et un pouvoir dont la seule limite est sa volonté. Exact. Je pense, et somehow des autres couleurs, là, mais ça me fâche juste d'en parler. Je trouve tellement que c'est une idée soit de 1934, soit d'enfant de 4 ans là, qui n'a pas évolué. C'est sorti quand les Mystérieux Étonnants ont commencé. C'était une idée qui a été commencée à mettre quand il a été mis de l'avant à peu près cette période. Encore plus fâchant. Ouais. Mais je veux dire, cette BD-là ne me l'a pas apprise. Ouais. Dans le sens que, OK, j'ai comme catché ce que je savais pas, que chaque couleur était une émotion différente qui était la source du pouvoir, mettons. Mm-hmm. Mais la relation avec les Red Lantern, qui sont de toute évidence des méchants, mais pourquoi? Je veux dire... Ouais, il fallait que tu connaisses. C'est quoi ça, un gardien? J'ai jamais vu ça avant. Puis là, ça... OK. Mais ça ne me l'a pas appris, mettons. Fait que ça m'a pas aidé à ce que je démêle les fils. Et non seulement ça, j'ai pas retrouvé ma planète des singes. Dès le début, je suis comme, ceci n'est pas mon Cornelius. Une monnaie, il explique que la bague le rend fou, puis que même dans la BD, ils sont comme, ceci n'est pas Cornelius. Puis je suis comme, OK, au moins, c'est adressé. Mais j'étais comme, ceci n'est pas le personnage que je connais, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, mais il me reste plus grand-chose. Voilà. Tu sais, c'est drôle, moi Laurent, as-tu vu Kingdom of the Planet of the Apes qui vient de sortir? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? OK. J'ai eu du fun. Il y avait un niveau de singe sur des chevaux vraiment satisfaisant. Mais j'ai l'impression que ça fait 4 films dans cette franchise-là dont l'histoire, c'est un tout petit groupe de survivants au virus humain essaie de se débattre dans l'extinction qui la guette. Puis là, je suis comme tanné, puis j'ai comme l'impression que le film, sans vouloir spoiler, met la table pour encore ça. Fait que là, j'ai hâte, comme tout le bout que c'est... je trouve ça intéressant que, mettons, l'héritage de César soit revendiqué de par tout le monde, mais de façon très différente, mettons. Ça, je trouve ça super intéressant. Mais après, je suis comme, pourquoi j'ai encore des humains dans ma planète des singes? Personne n'est là pour ça. Tu sais, moi, quand j'ai vu le film, une affaire que j'avais bien aimé, c'est que ça commence justement avec comme une autre tribu de singes qui est juste ailleurs, puis que tu vois comme... un jeune homme, un jeune singe, puis tu commences avec son aventure. Puis on dirait que c'est ça que je voulais de Green Lantern, Planète des singes. Je voulais juste que ce soit comme un humble singe qui trouve une bague de Green Lantern, puis qui devient un Green Lantern, comme Kyle Rayner, puis comme Hal Jordan, puis que ce soit comme un peu une histoire de super-héros, justement, de Green Lantern, mais ce qui se passe juste dans l'univers de la planète des singes. Parce que, tu sais, je suis pas un singeologiste, mais il me semble que, tu sais, il y a tout de même une idée de quand il y a de l'ancienne technologie humaine, puis les armes, puis tout ça, c'est dangereux, ça empoisonne l'univers des singes, des affaires comme ça. Mais là, il y aurait un singe avec la bague de Green Lantern qui est comme potentiellement dangereuse ou potentiellement comme une bonne affaire, tu sais. Une histoire, une origine vraiment simple de super-héros qui se passe dans le lore de la planète des singes, j'aurais trouvé ça vraiment cool. Mais là, voir toutes ces affaires-là de Cornelius, puis tout ça, puis je suis comme, OK, je me rappelle des originaux un peu, mais ils te le présentent pas assez pour qu'ils te demandent c'est quoi le big deal. Puis, tous les Green Lantern, ils essaient de tout mettre les personnages de Green Lantern qui existent, puis tout le monde est décrit comme avec juste des liners, je te dirais, pas tant inspirés. Puis, tu sais, comme, je me rappelle pas de ce que j'ai lu. Je l'ai lu hier soir. Ouais, c'est vrai. Mais je me rappelle pas de ce que j'ai lu. Il se fait juste se passer plein d'affaires, puis les personnages, ils disent qu'il se passe des affaires. Puis là, les costumes flash, puis c'est ça. C'est
Je vais peut-être juste à faire mon avocat du diable 2 secondes, quoique je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, Yannick. Je pense que par contre, la job d'un crossover c'est plus rendu là qu'il faut que tu introduises tes personnages. Tu sais, c'est pas à Avengers Endgame qu'il faut que tu présentes Captain America. Là. La job a déjà été faite. Fait que je pense pas que ça reste un bon crossover. Mais c'est clair que si vous n'êtes pas familier avec aucune des deux franchises, vous connaissez plus une franchise que l'autre, il va y avoir des balancements. Reste que, tu en parlais, ton idée d'un singe, de la planète des singes qui trouve une bague, puis peut-être que ça aurait pu un peu amener, un peu à ce qu'ils ont essayé de faire dans la BD, un changement de statu quo au sein de la société macaque, la société des singes. Ça aurait été peut-être plus intimiste, plus intéressant. Là, ils ont voulu faire un truc épique, et malheureusement, ils n'ont pas les chops pour pouvoir livrer la marchandise. Fait qu'ils ont cette idée de rencontre incroyable entre deux univers qui ont leurs propres fans, puis ils ont quelques idées pour les lier, mais tant au niveau de la façon que l'histoire se dévoile, se déroule, et autant qu'elle est mise en image par le dessinateur, ils sont pas capables de livrer. Fait que comme toi, je me souviens du début, je me souviens un peu du milieu, puis je me souviens de la fin. Mais tout ce qui concerne tout ce qui est autour, là, je n'ai aucun souvenir. Et particulièrement les différentes scènes de combat qui, ma foi, sont dignes d'un film où on fait des jump cuts pour essayer de justifier l'action. Parce que c'est discordu, puis ça va dans tous les sens. Ce n'est pas une BD qui est agréable à lire, en tout cas à tout le moins pour cet élément-là. Mais si vous êtes fan de Green Lantern, je pense que j'ai eu plus de fun à regarder les posters alternatifs qu'à lire la bande dessinée. Parce que le trade à la fin contient des belles toiles où on reconnaît le style de Planet of the Apes et celui de certains personnages de Green Lantern ou de l'univers de Green Lantern. Puis j'ai dit, ça c'est un bon fan-film. OK. Ben, c'est ça. Voir un singe avec un costume de Green Lantern, t'es comme, c'est un comic, ça, je veux lire ça. Je veux lire ça, exact. Ben oui, c'est bon, ça, let's go. Il va faire un gros gorille avec sa bague, il va se battre contre des plus petits singes, puis ça va être cool. Puis il a même pas fait ça. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. D'ailleurs, ils ont essayé la BD à ce niveau-là, ils ont voulu amener Gorilla Grodd dans l'univers des singes, sur l'univers de la planète des singes, pour quelle raison? Parce que c'est un singe. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de raison pourquoi Gorilla Grodd est là. C'est un méchant de Flash. Oui, exactement. Mais c'est un gros singe qui a des pouvoirs télépathiques. C'est cool as fuck. Mais dans l'univers dans cette série-là, ça n'a pas rapport. Il n'y a pas de raison qui justifie que ce personnage-là soit présent. C'est juste pour dire, on va où est-ce qu'il y a des singes intelligents qui parlent? Ben, on va amener notre singe intelligent qui parle. Oh, by the way, c'est un super vilain qui veut conquérir tout. Est-ce que quand tu as une bague de lanterne, oui, ça vient avec un genre de traducteur universel déjà, mettons? Oui, ça vient avec. Fait qu'ils ont vraiment aucune raison pour le singe. Non, il n'y a pas de raison pour le singe. Parce que c'est un peu ça, là, c'est genre, il va se servir d'interprète, genre, mais... Non, ils ont voulu... Clairement, lui, ça ne tente pas, là. Les auteurs ont dit, on veut voir Gorilla Grodd avec d'autres singes, puis on va le mettre là, puis ils se sont même pas forcés pour trouver une raison valide. Ben, c'est comme sous-entendu que la personne qui leur a dit « Hey, prenez le gorille pour vous servir d'interprète » voulait juste se débarrasser du gorille puis le laisser de l'autre bord, mettons. Oui, je sais pas si c'est assez une bonne raison. Oui, c'est Amanda Waller, mais en tant que super-héros, il aurait pu dire non. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on l'amène? Pourquoi? Pourquoi on a besoin de mais c'était pas assez alambiqué ce qui se passait là, avec les multiples plans de méchants. Il voulait quoi, Sinestro? Il voulait la bague universelle. Il voulait la bague universelle pour être... Pour faire quoi? C'est quoi son deal, lui? Ben, pour travailler plus. Puis, pour faire plus de bagues. Pour faire plus de poudre. Ouais. Et pour travailler plus. Okay. C'était ça son plan. OK. Je veux juste checker, voir le Universal... Le Universal Ring, ça vient de... OK, c'est une affaire qu'ils ont inventé pour ce crossover. Exactement, c'est un truc qu'ils ont inventé pour le crossover. Il n'y a pas de Universal Ring. OK, ça n'existe pas, ça. Non. Mais tu sais, les... C'est ça, c'était trop. Juste un Greenland, comme les différents corps avec les différentes couleurs puis les émotions. C'est sûr, quand ils ont amené ça dans les comics dans les années 2000, c'était le fun parce qu'ils ont sorti lentement. Puis là, soudainement, c'était comme, ça va être quoi la prochaine émotion? Comment que le design va être? Puis quel personnage que je connais déjà qui va être dans ce corps-là? Puis éventuellement, ils sont tous battus ensemble. C'était vraiment le fun. Mais tout garocher ça de même,
Ben, je comprends qu'il y a quelqu'un qui rencontre ces concepts-là pour la première fois, quand c'est garoché de même, il est comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça, C'est quoi ça? C'est du niaisage. Ouais. Tu sais, il montre pour rien comment que c'est cool. Non, c'est ça, comme on a dit, c'est pas mémorable. Tu sais, c'est un peu plate. Mais, tu sais, si le jeune Noah de Kingdom of Planet of the Apes qu'on a vu ce week-end, Laurent, avait ramassé une bague de Green Lantern, là, on aurait un comic. Mais là... Oui, mais je suis assez d'accord. Bon, je pense c'est l'unanimité, on le conseille pas. Non. Je suis désolé, ça vous a pris combien de temps de lire? 40 de minutes pour moi. Là. C'est quand même assez. C'est une lecture, la lecture apparaît plus longue qu'elle l'est vraiment. Là. Fait que je suis désolé, c'est 40 minutes que vous allez jamais récupérer. Puis c'est de ma faute. En même temps, Hein? C'est des comics, là. Ouais, c'est ça, c'est pas super. Je suis comme quand même content de l'avoir lu pour pouvoir chialer dessus. Des fois, il faut se rappeler que c'est ça, que c'est pas tout bon. C'est pas tout bon, mais ce qui est le fun, c'est que là, tu vois, ton knowledge des singeries de l'univers de la planète des singes est encore plus complet. Fait que, tu sais, t'as des anecdotes à raconter, là. Ben oui, c'est vrai que... Ouais, mais là, c'est ça, là. En fait, je me suis pas beaucoup posé de questions parce que je suis comme là, s'il arrive ça veut dire que la fin de Beneath the Planet of the Apes n'arrive pas. Donc, est-ce que ça tue le time loop? Somehow, parce que, je veux dire, la planète explose à un moment donné, puis Zera et Cornelius reviennent dans notre univers dans les années 70. Ils ont l'air de dire que c'est ça qui crée le time loop, mais là, s'ils fuck toute la patente, puis qu'ils tuent tous les humains survivants télépathes avec la face fondue, donc théoriquement, cette bombe-là n'existe pas. Là, si Taylor est déjà mort, torturé dans sa prison, il ne meurt donc pas en actionnant la bombe. Il meurt dessus. On le voit, mais on le voit plus après. Il arrête pas de le mentionner dans le comic, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il apparaît jamais. Faites pas ça, là. Il apparaît, genre... brièvement, dans la prison. Ouais, genre peut-être mort dans sa prison, ou en tout cas très amoché, mettons. Bon. Mais... voilà. Fait que, à moins d'être maso, je pense que vous allez devoir éviter ce crossover-là qui était Planet of the Apes, Green Lantern. D'habitude, tu sais, ces affaires-là, on se dit au moins, genre, mais au moins ça lookait, genre. Ouais. Là, on a même pas ça. On a dit les couvertures alternatives lookaient. oui, c'est ça. Ça va pas. Ouais, mais c'est un crossover, même quand c'est tapon, tu réussis à trouver des affaires qui sont intéressantes, mais là, c'est un petit peu difficile. On va libérer notre ami Yannick Belzile qui s'est joint à nous. Merci encore une fois, Yannick. En plus, tu avais le coup à mocher. Non, c'est pas grave, pour les problèmes techniques. Hey, tu pods quand même beaucoup. Tu étais ici aujourd'hui, mais tu fais Les Voyeurs de Vue avec Alex Rose et aussi ton autre podcast, Les Contenudistes. Oui, Les Contenudistes, à chaque mercredi avec Pierre-Luc Racine, avec des invités où on parle, commente et parodie le contenu. Et à chaque samedi, les Voyeurs de Vue avec Alex Rose. Cette semaine, on va parler du film français Yannick et du film québécois Il n'y a pas de faux métier. Je vais aussi vous parler de Back in Black. De Bold Deal. Oui. Le Back in Black, le biopic de Amy Winehouse. Et ma foi, j'ai un autre film. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ce week-end, ma foi? Ça m'échappe, mais je vais m'en souvenir et vous en parler. Ton cerveau a été bouffé par Planet of the Apes, Green Lantern. Ça a remplacé mon numéro d'assurance sociale. Ah non, oh non. J'aimerais ça. Quel est votre numéro d'assurance sociale? Le lawmaker? Le lawgiver? En tout cas, je ne sais pas. Bon, merci Yannick. Merci à toi, Laurent. Laurent, est-ce que tu es prêt pour le BDM? Là? Ça s'en vient. Rendu là, je ne puis être plus prêt, mettons. Ouais. Au moins, tu n'as pas un show enregistré le soir même. Là. On n'a pas de 850e enregistré cette année. Fait que tu vas pas relaxer un petit peu. C'est déjà ça, parce que là, les heures d'ouverture de ce festival ont été étendues aussi. Hein? C'est-à-dire que mes heures aussi, donc. Bon. Mais les gens vont apprécier ton travail au kiosque de Planète BD, hein, c'est ça? Oui, sûrement à l'intérieur de Planète BD aussi, parce que maintenant que le festival se passe sur la rue sur laquelle nous sommes, nous siégeons, c'est ça, c'est intense.
Excellent. Donc, les 24, 25, 26, c'est ça va être directement sur Saint-Denis entre Guildford et Roy, je pense. C'est Guildford et Roy. Oui, exactement. Guildford et Roy. Ouais, pour les gens qui sont... J'avais jamais remarqué à quel point c'était proche de Guildor-Roy. Oui, je sais, c'est ce qui m'a fucké. Entre Guildor et Roy. C'est ce qui m'a fucké en le disant. Je fais, mais ça n'a pas d'allure. En tout cas. Puis donc, je vais essayer d'organiser... Je vous encourage à être debout sur vos petites pattes de derrière. Oui, comme des petits Guildor-Roy. Ouais. C'est pas tout le monde qui va comprendre cette référence. Donc, je vais essayer d'organiser un petit get-together pour les gens qui veulent prendre une bière dans le festival. Ça risque de se passer durant le samedi, durant la journée, dans l'après-midi. Donc, gardez un œil sur nos médias sociaux, puis sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Il y a des gens qui se sont déjà montrés intéressés à aller faire un tour sur notre Patreon, puis laissez-nous un petit message vocal pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Faites attention à vous autres, puis essayez d'éviter les singes. Ils sont pas tout gentils. Oh.